Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons vous présenter les 6 joueurs à suivre cette saison selon nous. On va également parler des dernières actualités, notamment les signatures de Kuminga et de Quentin Grimes. Pour m'accompagner, je salue immédiatement Charles. Bonjour Charlie. Salut Josh, salut à tous. Charlie, c'est dur la thématique d'aujourd'hui. Je sélectionnais, parce que c'est 3 joueurs chacun, et sélectionner ces 3 joueurs a été un exercice extrêmement pénible pour moi. J'ai failli changer plusieurs fois, à plusieurs reprises. J'ai failli t'harceler au téléphone, je te le dis tout net. Ah bah je vais même te dire, c'est de pire en pire, parce que ça a été d'abord les joueurs de moins de 25 ans, déjà j'ai eu du mal à faire mon choix, ensuite les équipes, pareil, j'ai eu du mal à faire mon choix, mais alors pour la thématique d'aujourd'hui, effectivement, ça a été très très compliqué. Ouais, en fait, on pourrait faire ce numéro, on pourrait le décliner au moins sur trois épisodes de podcast, tellement il y a de joueurs dont j'ai envie de parler. Oh ouais, 3, t'es gentil, je pense que tu peux aller à 5 facile. Très probablement. On va commencer, si tu le veux bien, par l'actualité, puisque c'est aussi l'objectif de ce podcast, c'est de parler un petit peu de ce qui se passe dans la Ligue. Et on a parlé déjà de ça, toi et moi, depuis la reprise du podcast, la saison 8. Et Jonathan Kuminga, qui vient de signer son contrat de 2 ans avec les Warriors pour 48,5 millions de dollars, avec une option d'équipe pour la dernière année, la deuxième année, alors qu'il demandait, lui, une option joueur. Il a accepté ce contrat avec ce montant conséquent, tant mieux pour lui, c'est une belle somme, une somme qui clairement va changer sa vie. Steve Kerr a fait amende honorable en reconnaissant ne pas avoir toujours utilisé Kuminga de façon judicieuse sur le terrain. Le problème de spacing posé par Kuminga et son association sur le terrain avec Jimmy Butler et Draymond Green reste entier, j'ai envie de te dire, ça pour le coup, c'est pas réglé. La probabilité de voir Kuminga être transféré avant la date limite des transferts est énorme, et l'option d'équipe sur cette dernière année de contrat est justement une garantie pour toute équipe qui souhaiterait faire venir Jonathan Kuminga dans son effectif. Il devrait avoir le temps de démontrer, selon moi, ses capacités sur le terrain, puisque Green et Butler sont des habitués des petits bobos à gérer en cours de saison. Golden State a sûrement déjà une idée précise de ce qu'il souhaite récupérer en retour pour Jonathan Kuminga. Il y a l'ombre de Giannis Antetokounmpo qui ne cesse de planer au-dessus de la baie de San Francisco. Et on voit bien, on a vu pendant le Media Day, l'ambiance à Milwaukee n'est pas forcément au beau fixe. Charlie, cette signature de Kuminga, est-ce que tu vois Kuminga passer l'année aux Warriors ? Bah je lui souhaite pas, parce que je trouve que vraiment la gestion de son cas par Steve Kerr a été très moyenne pour être poli. Ça fait 4 ans qu'il est là, presque 4 ans qu'on est nombreux à se demander pourquoi Kerr a autant de mal à l'intégrer à son collectif, pourquoi il a autant de mal à exploiter son potentiel qui, à mon avis, est quand même assez haut. On en a déjà parlé plein de fois ces derniers mois, il l'a souvent mis à l'écart de manière assez injuste. Enfin vraiment, je suis un grand fan de Steve Kerr en tant que coach depuis son arrivée aux Warriors et tout ce qu'il a accompli dans la ligue, mais pour moi vraiment le cas Kuminga c'est le gros échec qu'il a ces dernières années. Donc est-ce que vraiment le fait de rester à Golden State est le mieux pour sa carrière, sachant qu'en plus tu l'as dit, Kerr a expliqué il y a quelques mois à peine qu'il n'était pas compatible avec la paire Butler-Draymond Green. Je sais pas, visiblement les cadres des Warriors avaient plutôt envie de le voir rester, ou en tout cas ils avaient hâte que son cas, que le dénouement arrive. On va voir s'ils sont capables de faire fonctionner tout ça sportivement, mais c'est clair que moi j'aurais préféré voir Kuminga démarrer la saison dans une autre franchise. Écoute, c'est une bonne assurance tout risque Kuminga dans le cas où tu as Draymond Green et Jimmy Butler qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, doivent gérer des petites blessures par-ci par-là, se reposer par-ci par-là. Ça, on est sûr que ça va arriver côté Golden State. Oui, mais justement, moi je suis pas d'accord avec toi en fait. C'est une assurance tout risque si tu l'as intégré au groupe et que tu l'as pas mis de côté comme Steve Kerr l'a mis de côté plusieurs fois ces dernières années en fait. Tu vois, ça reste des êtres humains. Aujourd'hui, Kuminga, tu peux pas, tu vois, c'est pas un meuble quoi. Tu le fous pas à la cave et puis quand ton fauteuil est cassé, tu le sors. Tu vois, ça marche pas comme ça. Donc oui, c'est une assurance intéressante s'il est intégré au groupe, s'il est intégré à l'équipe, si Steve Kerr a réussi à l'intégrer à son système collectif. Sinon, bah, c'est juste du gâchis. Et pour moi, ça fait déjà 4 ans que c'est un peu du gâchis. Très, très sincèrement, je n'arrive pas à voir ce deal autrement qu'une promesse de transfert à venir.
Ouais, je suis d'accord. L'option d'équipe, je pense qu'elle a été justifiée, parce que Kuminga, c'est là-dessus qu'il voulait pas lâcher, et je pense que c'est passé avec son agent, avec l'argumentaire de dire, écoutez, ça sera beaucoup plus simple pour nous de vous bouger dans le cours de la saison avec cette option d'équipe pour que n'importe quelle franchise qui souhaite récupérer Kuminga dans l'effectif aura au moins la certitude d'avoir une année supplémentaire. Je pense que c'est comme ça que ça a été dealé. Et je vois pas comment les Warriors vont, effectivement, comme tu le dis, trouver du temps de jeu, résoudre le problème de spacing que pose Kuminga dans cet effectif. Pour moi, c'est un problème qui est insoluble en l'état. Donc, en fait, surtout je pense que ça va vite partir. Et ils ont déjà sondé, j'en suis persuadé, ils ont déjà sondé la Ligue pour savoir qui et quoi ils sont capables de récupérer pour ces services. Ouais, non, mais je suis d'accord. Et puis surtout, en fait, je vais pas te dire que Kuminga, c'est un joueur autour duquel tu construis forcément, parce que là, après 4 ans, il a pas du tout assez montré pour ça, mais pour moi, c'est un potentiel qui est, tu vois, tu peux pas juste te contenter il peut pas juste jouer les utilités au bout du banc, tu vois, c'est trop dommage, en fait. Donc oui, je suis d'accord avec toi, je pense que c'est de toute façon un joueur qui va être tradé à moyen terme au plus tard, et ouais, je lui souhaite que ce soit le plus vite possible, presque. Bizarrement, l'indisponibilité de Stephen Curry pendant les playoffs et le fait que Kuminga ait justement trouvé du temps de jeu à ce moment-là et a performé sur le terrain sur une série de playoffs, dans un match de playoffs, ce qui est, on va dire, la démonstration ultime pour toutes les autres franchises. Quand un joueur est capable de faire comme ça une sortie... Vendu, ouais. Voilà, il s'est vendu... Il a jamais shooté comme il a shooté sur cette série, quoi. Et donc, c'est la meilleure démonstration de son potentiel, de son talent. Et je pense que les Warriors comptent capitaliser là-dessus. Je pense que Jonathan Kuminga et son agent comptent et eux aussi capitaliser là-dessus. Et voilà. On verra ce que l'avenir nous réserve. Et puis cette rumeur là de Giannis Antetokounmpo aux Warriors arrête. C'est tellement intense que. Mais toutes les franchises veulent Giannis de toute façon. Donc, Tout à fait. Et ça, c'est sûr et certain. Et les Warriors n'ont pas forcément la meilleure proposition à faire aux Bucks en termes de ce que peut recouper Milwaukee ailleurs sur le marché. Sauf si, et je pense que c'est là-dessus potentiellement que peut parier Golden State, sauf si Giannis dit « Je veux aller à Golden State, un point c'est tout ». Ouais. C'est comme ça que ça peut se passer. On a déjà vu ce genre de cas de figure. Mais bon. On verra bien. Quentin Grimes, qui a signé, lui, également, pour 1 an aux Sixers, pour 8,7 millions de dollars. Et ça comprend une clause de non-transfert. Donc, il a la certitude de finir la saison à Philadelphie. C'est le dernier agent libre restreint à quitter le marché des agents libres. Il a fait à peu près le même pari sur lui-même qu'a fait Cam Thomas avec les Brooklyn Nets. Pour moi, ces deux joueurs sont vraiment l'illustration de l'ajustement qu'on est en train de voir sur le marché, sur les contrats, en fait, sur comment la nouvelle convention collective contraint et les équipes et les joueurs à gérer leurs finances d'une autre manière et les prétentions salariales des joueurs, surtout. Il sera agent libre l'été prochain. Il est arrivé à Philadelphie la saison dernière à la date limite des transferts en provenance de Dallas. Il a fait quelques belles sorties offensives pendant ce temps-là. Il est réputé pour sa défense. Il a montré quelques capacités de création balle en main, ce qu'il n'avait pas forcément eu l'occasion de démontrer auparavant, parce qu'il a été beaucoup utilisé comme un catch and shooter et comme un défenseur en sortie de banc capable de serrer un joueur adverse à l'occasion. On verra bien comment il est capable de s'exprimer désormais dans le système de Nick Nurse. La saison de Philadelphie, je sais pas trop quoi penser. J'ai failli les choisir pour mes équipes à suivre, mais il y a tellement de points d'interrogation autour de cette équipe que pour moi c'est impossible de savoir à quoi s'en tenir avec cet effectif, quoi. Ouais, je suis d'accord. Bah déjà, la première chose qu'il faut dire, c'est que Quentin Grimes, il a pété un plomb. Il espérait 30 millions par an, le mec. Enfin, à un moment, il faut. Ah ben il a voulu capitaliser sur la vingtaine de matchs qu'il a fait où il a performé et il s'est dit tiens je vais aller péter la banque
Ouais, mais 30 millions par an, c'est vraiment un hold-up, quoi. C'est terrible. Ah bah, mais clairement. Et visiblement, de toute façon, les Sixers étaient à des années-lumière de lui proposer ça. Je crois que le maximum qu'ils lui ont proposé, c'est dans les 40 millions sur 4 ans. Bon, 39 millions même sur 4 ans. Et je pense pas qu'il y ait grand monde qui serait venu lui proposer beaucoup plus que ce qu'il espérait. Enfin. Mais certainement pas. C'est pas possible. Vu l'accord collectif qu'il y a aujourd'hui, tu vois, tu as besoin d'un échantillon supérieur à une vingtaine de matchs pour filer un contrat pareil à un joueur. C'est pas possible autrement. Donc voilà. Écoute, en prenant la qualifying offer, il s'offre la possibilité de faire une grosse contracture pour essayer d'aller décrocher le pactole ailleurs. Moi, je t'avoue, j'imagine pas une seule seconde qu'il puisse faire une année là dans la lignée de ce qu'il a fait sur cette trentaine de matchs, déjà parce que, en théorie, même si avec les Sixers on sait jamais, il devrait quand même y avoir plus de concurrence, parce qu'il y a quand même des joueurs blessés qui vont revenir, donc forcément il va avoir moins d'espace pour s'exprimer. Oui, c'est plus le cimetière que c'était quand il a débarqué à Philadelphie. Pour le moment, non, mais on sait jamais à quoi ça va ressembler dans un mois, tu vois. Avec cette équipe, on ne sait jamais. Mais effectivement, voilà, s'il fait une année dans la lignée de sa fin de saison dernière, pourquoi pas, mais je vois pas comment une équipe ambitieuse pourrait lui donner le contrat de ses rêves. On va voir ce que ça va donner, et je suis complètement d'accord avec toi, cette équipe de Philadelphie aujourd'hui, c'est impossible de se projeter sur ce que ça va donner. Moi aussi, j'étais tenté de parler d'eux, même aujourd'hui, j'étais tenté de prendre un joueur des Sixers. Bon, finalement, je ne l'ai pas fait. Là, on voit que Jared McCain est déjà blessé. Bon, c'est assez terrible. Oui, puis la certitude autour de Joel Embiid et Paul George est insoutenable. Enfin, Ouais, bah c'est surtout Joel Embiid le problème, parce qu'aujourd'hui, je suis pas sûr que Paul George, qu'il soit très en forme ou pas, ça métamorphose vraiment le visage d'une équipe. Par contre, effectivement, si Joel Embiid est capable de nous faire encore une saison sur... Ouais, tout à fait. Voilà, tu vois, au niveau de celle qui lui a permis d'obtenir le MVP, ça peut tout changer. Mais c'est quand même la très grosse cote. Quel joueur des Sixers auquel tu pensais pour Embiid aujourd'hui? Ok. Mais j'ai un peu eu peur que les débats très vite tournent autour du est-ce qu'il va rester en forme, tu vois, c'est un peu frustrant. Ouais, bien sûr. Moi, c'était exclu dès le départ en raison justement de l'incertitude absolue autour de son état de santé. En fait, les débats sont malgré tout assez limités avec ce type de joueur, parce que en réalité, personne ne doute de son niveau quand il est en pleine possession de ses moyens, mais il y a un énorme si qui est sa condition physique, et ça, aujourd'hui, c'est impossible de se projeter sur quelle sera sa saison. Un joueur dont j'aurais beaucoup aimé parler, c'est Tyrese Maxey. Et quand j'entends Tyrese Maxey parler du fait que voilà, il a jamais eu l'habitude de perdre autant qu'il est en train de perdre en ce moment en termes de défaite sous le maillot d'une équipe, de voir qu'il a essayé de se concentrer sur les petits bonheurs pour essayer de retrouver un petit peu d'optimisme et de goût à la vie. Enfin, ça me fend le cœur. J'adore tellement ce joueur. Je le trouve tellement extraordinaire sur un terrain, surtout quand ça fonctionne bien. Tyrese Maxey, c'est un bonheur à voir jouer. Moi, j'adore ce joueur, véritablement, pour plein de raisons. Et je suis triste de le voir enfermé dans cette situation. Ça me fend le cœur de le voir. Je sais pas, enfin, j'ai l'impression qu'il a peur de stagner, qu'il a peur d'être pris au piège d'une situation qu'il ne maîtrise pas. Alors après, tu regardes le contrat et le contrat qu'il a et ce qu'il peut faire à Philadelphie, et bon, voilà. Après, c'est la NBA, relativises, hein, mais bon. C'est la NBA, hein. Tyrese Maxey, si vraiment il s'estime prisonnier d'une situation inacceptable avec les deux papis blessés, là, il peut aussi aller voir son front office et dire bon bah c'est ciao maintenant, je veux plus rester ici, reconstruisez autour d'Edgecombe et de McCain, et puis moi c'est ciao. Ouais, complètement, ouais. Edgecombe, grosse envie de voir ce joueur plus. Ouais, on croise les doigts pour qu'il se blesse pas. Oh la vache, il y a le match à Abu Dhabi, là, il a essayé d'écraser un dunk face aux Knicks, là, mon Dieu. C'était il a un potentiel. C'était sur Mitchell Robinson, je crois. C'était d'une violence. Bref. Dans l'actualité, je voulais également parler de Victor Wembanyama, qui a déclaré s'être imposé une préparation particulièrement intense cet été, affirmant que personne n'a pu égaler l'intensité à laquelle il s'était lui-même tenu pendant ce qu'il a qualifié de son meilleur été
du meilleur été de sa carrière. Il y a un article de The Athletic qui est très complet sur le sujet, qui nous apprend notamment qu'il a pratiqué la méthode dite CLA pour Constraints-Led Approach, qui lie le savoir physiologique aux neurosciences. Ça permet en fait de développer la capacité d'adaptation des athlètes et entretenir leur capacité d'analyse et de prise de décision dans un environnement contraignant, dans lequel sont injectées des variables totalement imprévisibles dans le but de créer des connexions dans le système nerveux. Il y a des sportifs de tous horizons qui font ça. Il y a un autre article d'ailleurs qui est essentiellement concentré sur ce sujet, et on voit qu'il y a des joueurs de baseball, une joueuse de WNBA qui sont adeptes de cette méthode. Victor a découvert d'ailleurs cette technique par l'intermédiaire d'Harrison Barnes. On sait que Stephen Curry est lui aussi un adepte des neurosciences concernant ses entraînements depuis pas mal d'années maintenant. Ce qui m'a touché également dans l'article de The Athletic concernant Victor Wembanyama, c'est qu'il explique avoir pris conscience de la possibilité de voir sa carrière être sérieusement raccourcie par les blessures et les autres événements comme sa thrombose veineuse. Son hygiène de vie, sa soif d'apprendre, de progresser, tant sur le plan athlétique qu'intellectuel et personnel, force le respect autour de lui. Il y a plusieurs témoignages voilà, ce dont on sait déjà, ce dont on a déjà parlé, ce qui nous plaît beaucoup chez lui. Toi et moi, on en a déjà beaucoup parlé dans le podcast. Il y a aussi des témoignages de ses coéquipiers qui se disent extrêmement inspirés. Ça, c'est un truc très américain. Oui. L'inspiration sur la méthode de travail de Victor Wembanyama, qui affirme être plus affûté que jamais, plus grand, plus fort, plus lourd. J'ai l'impression, Charlie, que, en tout cas, moi, c'est ce que je souhaite, qu'on est potentiellement à l'aube d'une des saisons NBA individuelles les plus folles qu'on ait jamais vues. En tout cas, le potentiel qu'on puisse assister à ça de la part de Victor Wembanyama me semble assez élevé. Bah, en tout cas, il nous fait du sacré teasing, quoi, quand il explique que personne n'a plus bossé que lui cet été, et ça a l'air d'être vrai, tu vois, enfin, en fait, même son histoire de virer dans un temple Shaolin, là, en fait, aujourd'hui, on se rend compte que c'est pas du tout un truc qu'il a fait juste pour le plaisir, en fait. Il y était avec un préparateur physique. Ouais, c'était pas pour déconner, ouais, pour l'exotisme ou je sais pas quoi. Il explique avoir travaillé d'avoir fait des exercices qu'il avait jamais pratiqués de sa vie avant, qu'il a même demandé à adapter le programme parce que certaines choses étaient un peu trop dures pour lui. Enfin, visiblement, c'était quand même vraiment quelque chose de très pensé et de très utile. Donc oui, évidemment, moi je trépigne, hein, j'en ai marre, hein, parce que déjà je suis super impatient de le voir. Alors en plus avec tout ce qu'il nous dit là, je suis pas sûr de pouvoir attendre encore jusqu'à la fin du mois. Mais ouais, j'ai qu'une hâte, c'est de voir ce que ça va donner. Tout le monde n'a qu'une hâte, c'est de voir ce que ça va donner en fait. Il y a assez peu souvent eu autant d'attentes sur un joueur, en fait, c'est la vérité. Et aujourd'hui, Wembanyama a l'air de gérer ça avec une sérénité qui est absolument hallucinante. Oui, on a touché du doigt l'an dernier une saison qui était en tout point exceptionnelle jusqu'à ce qu'elle s'arrête de façon abrupte à cause de cette thrombose veineuse. J'ai trouvé ça touchant, le fait qu'il en parle justement de la... Voilà, du côté, on va dire, incertain de sa carrière. Et effectivement, ça doit être dans un coin de sa tête, ne serait-ce que par son physique, ça on en a déjà parlé depuis longtemps. Bien sûr. Mais aussi cet événement-là qui, si demain il repasse, enfin ça arrive une nouvelle fois, il y a une nouvelle occurrence, les questions sur est-ce que sa carrière est terminée ou pas se poseront très clairement. Et c'est assez terrible de se dire que, enfin, c'est à la fois terrible et fascinant. C'est vertigineux de se dire qu'on est face à un joueur qui est vraiment en tout point celui qu'on attendait, c'est-à-dire que son potentiel est irréel, véritablement, c'est pas une exagération de dire ça, et en même temps, ça pourrait nous filer entre les doigts en un claquement de doigts, j'ai l'impression. Bah ouais, non mais c'est ça. Et il y a quelque chose d'hyper émouvant, d'hyper excitant, et c'est exactement ce que tu dis, on se dit, mais j'ai hâte de le voir, j'espère que ça va bien se passer, et ça peut être tellement fou ce à quoi on va assister. Toi, là, on fait la liste des 6 joueurs à suivre. Pour moi, Victor Wembanyama, il est hors catégorie. Enfin, on en a parlé dans les 5 joueurs les plus talentueux de moins de 25 ans, bien évidemment. Mais c'est un joueur, voilà, comme tu dis, moi, pareil que toi, je crève d'envie de le voir jouer. Je crève d'envie de voir cette équipe des Spurs.
Oui, et puis Vraiment. vraiment, en fait, il faut comprendre qu'on dit pas juste ça parce qu'on est français, en fait. En NBA, Non, non, non. tout le monde est unanime là-dessus. Là, il y a quelques semaines, là, il y a ESPN qui a fait son sondage qu'ils font à chaque fois au moment des Media Day, là, où ils interrogent 20 coachs, scouts, exécutifs, là, au sujet des meilleurs joueurs ou de l'avenir de la ligue. C'est quasi unanime sur qui sera le meilleur joueur en 2030. C'est Wembanyama qui est, mais il y a sans discussion possible, c'est lui qui est désigné en fait. Et c'est un truc que tout le monde attend. Les attentes qui entourent Victor Wembanyama en NBA aujourd'hui sont sans équivalent. Et la manière avec laquelle il gère tout ça, moi c'est peut-être ça en fait qui m'impressionne le plus, tu vois, c'est vraiment tu le regardes au Media Day, mais il y a aucun problème en fait. On dirait qu'il est en train de boire un verre avec des potes, le mec, c'est incroyable. Ouais. Lui comme Luka Doncic, ce sont deux joueurs où je n'ai aucun doute sur le fait que c'est même plus des talents générationnels. Enfin, si, ce sont des talents générationnels, mais pur jus, 100% pur Ouais, c'est jus, ça. quoi. C'est ces deux Il n'y mecs-là, a si la aucun santé doute. suit. Voilà. Il n'y a aucun doute sur le fait que ces joueurs-là peuvent tout casser et ne ressemblent à rien de ce qu'on a pu voir auparavant, quoi. C'est ça. En fait, ces deux mecs, si à la fin de leur carrière, ils ont pas de titre ou qu'ils ont pas été MVP, c'est qu'il y a eu des problèmes physiques. C'est impossible autrement. Ou des transferts à la con. Ouais, voilà. Non, mais ça, bon. Non, mais elle était trop... la perche était trop devant. Non, mais bref, tout ça pour dire que les Spurs et Victor Wembanyama, très très hâte de voir ça. On va passer tout de suite à nos joueurs à suivre. Et cette fois, Charlie, je te donne la primeur. Je te demande, s'il te plaît, je t'implore même de commencer cette rubrique en me disant ton premier joueur. Bah, du coup, tu m'as fait une transition incroyable parce que, Oh. évidemment, mon premier joueur, c'est Luka Doncic. C'est évident. Voilà. Déjà parce que c'est un joueur que j'adore, ensuite parce qu'en tant que fan des Lakers, je sais qu'on entre en théorie dans l'an 1 de l'ère Doncic et je veux que ça se passe bien, je veux qu'on voit un Luka dominant qui prouve qu'il est parmi les 3-4 meilleurs joueurs de la ligue sans aucun débat. Je veux aussi qu'il prouve qu'il n'y a aucun souci physique, qu'il est en capacité non seulement d'enchaîner les matchs mais aussi de faire gagner son équipe. Bref, je veux qu'il donne tort à Nico Harrison et à tout le front office des Mavs dont je n'ai pas oublié la petite campagne de dénigrement après le trade. Et ouais, j'ai extrêmement hâte de voir ça. En plus, j'ai cru comprendre, d'après les déclarations de LeBron James en conférence de presse, qu'il avait bossé sur son shoot, que LeBron, pardon, avait bossé sur son shoot et sur son jeu sans ballon cet été, ce qui veut évidemment dire qu'il aura moins le ballon entre les mains. Ça devrait être plus confié à Reeves et surtout à Doncic. Et ça, moi, ça me va tout à fait, d'autant plus que je crois que LeBron peut, s'il le veut, avoir un jeu sans ballon assez exceptionnel, de par son intelligence et aussi parce que en catch and shoot, c'est un mec qui est très très sous-estimé. Je regardais un peu ses chiffres en catch and shoot la semaine dernière, là, depuis 2-3 ans, c'est vraiment très sérieux. Donc voilà, j'ai vraiment super hâte de voir la première saison complète de Doncic aux Lakers. L'association, enfin sa relation avec JJ Redick visiblement est excellente. Les deux ont l'air de très bien s'entendre, au point que Luka Doncic a expliqué qu'il espérait bosser avec lui jusqu'à la fin de sa carrière. Alors évidemment, c'est de la com made in media day, rien ne garantit que les discours soient le même si la saison est ratée, mais c'est quand même un truc qui est assez encourageant à entendre quand on est supporter des Lakers. Et donc voilà, je l'ai déjà dit, mais j'aime beaucoup ce qu'a fait la franchise avec Luka Doncic cet été. Ils ont été, en termes de communication, ils ont été très clairs sur le fait que c'était lui le patron de l'équipe. Ils ont été présents à l'Eurobasket pour suivre de près ses performances. Il y avait un assistant coach qui était présent avec la sélection slovène pour suivre ce qu'il faisait, et qui s'est d'ailleurs exprimé sur le leadership de Doncic en sélection. Évidemment, les Lakers espèrent le voir au même niveau d'implication avec toute l'année, tout en saison régulière qu'il l'a été pendant l'Eurobasket. Lui, il a l'air d'être en pleine confiance, en pleine possession de ses moyens aussi. On sait qu'il a perdu du poids par rapport à la saison dernière. Il est beaucoup plus affûté physiquement, il est beaucoup plus en confiance aussi. Il a l'air d'avoir un peu digéré le trade, même s'il a quand même dit que c'était un truc qui allait un peu lui peser toute sa vie. Donc voilà, un peu comme pour Wembanyama, je trépigne d'impatience de voir Luka Doncic sous le maillot des Lakers cette saison. Ouais, surtout après l'Eurobasket qu'il a fait Bah ouais. avec la Slovénie, effectivement, tu as très 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 envie de voir ça. C'est drôle parce que là, sa question de poids, là, j'ai vu sur les réseaux que certains soulignaient le fait il avait été annoncé plus lourd que le début de la saison dernière avec Dallas. Et donc, tu as des journalistes qui ont expliqué que le soupçon, c'était que l'an dernier, Dallas avait menti sur les chiffres de la pesée. Et j'ai envie de dire, peu importe, si Doncic, tout le monde dit, ah oui, mais comment c'est possible qu'il soit
à 244 livres, un truc comme ça. Et c'est simple, s'il a construit du muscle, le muscle pèse plus lourd que Bien le sûr. gras. Et donc, c'est pas anormal qu'il soit à un poids où tu te dis, bah, finalement, il reste assez lourd sur ses jambes. Mais si c'est du muscle, quelque part, c'est beaucoup moins. Bah, c'est moins problématique, quoi. Pour sa condition physique, pour son corps, qui va être capable d'encaisser les chocs bien mieux que la saison passée. Son alimentation, enfin bref, on voit qu'il a tout changé depuis depuis cet été là. Ouais, Il y a eu quand même énormément de travail qui a été fait à ce niveau-là. Et effectivement, Luka Doncic, moi j'ai hâte de voir son association avec LeBron James maintenant qu'ils vont avoir un training camp sous les pieds, de voir comment JJ Redick va gérer ça. L'an dernier, on voyait bien qu'il aimait bien utiliser Luka Doncic en tête de raquette, ce que fait d'ailleurs beaucoup Denver avec Jokic. Et c'est Thinking Basketball là, qui a fait une petite vidéo là-dessus, très intéressante pour comparer un petit peu ce schéma de jeu qui est très très simple avec la présence de Doncic en tête de raquette sur le côté de la raquette et Reeves et LeBron James qui se font un écran avec un qui remonte et l'autre qui descend. Et la capacité forcément de tous ces joueurs-là de créer balle en main, de faire la bonne passe, de faire la bonne lecture, de faire le bon mouvement, le bon cut vers le panier. Donc voilà, j'ai hâte de voir surtout Luka Doncic comment et s'il est capable de ressusciter la carrière de DeAndre Ayton. J'allais le dire. Et je suis persuadé qu'il en est capable. Quand tu vois ce qu'il a fait avec tous les pivots qui lui sont passés entre les mains, Ayton, ça reste quand même pour moi un pivot talentueux. Alors, il a peut-être pas le mental, il a peut-être pas. Et oui, il y a peut-être plein de choses qui manquent du côté d'Ayton, mais je suis personnellement persuadé que d'être avec Luka Doncic, je vois pas comment Ayton ne peut pas être au moins à un certain point efficace et probant sur le terrain. Pour moi, c'est sûr et certain que le fait de jouer avec Luka Doncic, et ça, j'ai hâte de voir d'ailleurs comment JJ Redick va gérer les minutes de Doncic avec Ayton, l'association entre ces deux joueurs-là, j'ai hâte de voir comment ça va se dérouler parce que je suis persuadé que Ayton va être un des plus grands bénéficiaires de la présence de Doncic sur le terrain. Ayton, pour moi, c'était clairement le profil le plus talentueux que les Lakers pouvaient avoir sur le marché. Maintenant, est-ce que vraiment c'est d'un mec talentueux? Est-ce que voilà, le plus pertinent aux côtés de Doncic, c'est d'avoir un mec talentueux ou alors c'est d'avoir un mec volontaire? Pour moi, c'est plutôt d'avoir un mec volontaire, d'un mec qui se bat. Moi, Ayton, c'est vrai que je trouve qu'il est soft, un peu trop, souvent. Et c'est vrai que moi j'ai des doutes un peu sur sa capacité à se faire violence pour faire le boulot autour de Doncic. Mais ce qui est clair, c'est que s'il le fait pas là avec Luka Doncic, je pense que là on pourra commencer à dire c'est peine perdue. En tout cas, il s'est encore trouvé un super surnom. Ça, s'il y a bien un truc sur lequel il est fort, Ayton, c'est pour se trouver des surnoms là. Donc maintenant c'est Angry Ayton. Alors écoute, on va voir si effectivement ça se traduit par quelque chose. En tout cas, moi, Luka Doncic, je veux le voir calibre candidat MVP. D'abord parce que c'est le niveau qu'on attend de lui chaque saison. Ensuite parce que je pense qu'il faut qu'il marque son territoire sportivement. Tout l'été, les Lakers ont été très clairs, le patron c'est lui, mais maintenant il faut qu'il l'assume sur le parquet parce qu'en coulisses, il y a un certain LeBron James qui ne ratera pas l'occasion de mettre son petit grain de sel à chaque fois qu'il y aura une opportunité. Donc voilà, j'espère une grosse saison de Luka Doncic et je suis persuadé qu'il va faire une grosse saison. Et je vais même te dire, j'ai pas d'ambition collective pour les Lakers. J'ai aucune attente. C'est les Lakers de toute façon. C'est soit tu joues le titre, soit tout le monde s'en fout. Donc je crois pas que cette équipe elle puisse viser le titre cette saison. Mais je pense que cette première année de l'ère Luka Doncic est extrêmement importante pour le futur. Avoir perdu Dorian Finney-Smith, pour moi, c'était vraiment le coup de grâce pour cette équipe et pour ses ambitions. Ouais. Très clairement. Maintenant, je suis ouvert à toutes les possibilités. Avec Luka Doncic et LeBron James dans une équipe, très franchement, il peut se passer... s'il y a une équipe qui peut vraiment surpasser toutes les attentes, c'est bien les Lakers avec ces deux joueurs-là dans l'effectif. Pas à l'Ouest. Clairement. Peut-être, je sais pas, Charlie.
Je sais pas. Tu me mets dans la position où je suis en train de défendre les Lakers. C'est quand même pas possible, ça. Non mais attends, à l'Ouest, tu peux te taper une campagne de playoff avec, tu vois, Rockets, Nuggets, Thunder. Enfin, c'est pas possible. Enfin, j'y crois pas en fait. Tu vois, la conférence serait moins dense. Je pourrais y croire, mais je pense que là, il y a trop de travail là. C'est trop dur. Une ambition pour le titre, non. Une Oui, voilà. ambition pour passer un tour de playoff, oui. Voilà que je dirais pour les Lakers. Mais clairement, aller remporter la conférence Ouest, il faudrait qu'il y ait un transfert ou un changement majeur pendant la saison. Tout à fait. Pour que je puisse revoir ma fiche les concernant, quoi. Non, mais tout à fait. Passer un tour de playoff, pourquoi pas. Mais comme je le disais, en fait, c'est les Lakers, tu vois. Genre, tout le monde s'en fout, en fait, de passer un tour de playoff, quoi. Genre, c'est anecdotique. La dynamique entre Luka Doncic et LeBron James sera déterminante pour la saison des Lakers, on est d'accord? Oui, bah bien sûr. C'est ce qui va tout déterminer. Est-ce que LeBron James va enfin accepter d'être le numéro 2? Ouais. Je crois que c'est la première fois de sa carrière, ça on en a déjà parlé, où il est face à quelqu'un qui est clairement numéro 1 et où lui, il est clairement numéro 2. Je ne sais pas si ce que je suis en train de dire choque des gens. Peut-être des gens qui sont en train de hurler ou de balancer leur casque en m'entendant dire ça. Bon, je pense pas. Mais il y a un moment, faut quand même arrêter, quoi. Luka Doncic, pour moi, est clairement plus important, bien sûr, sur le terrain que LeBron James aujourd'hui. Oui, non, mais bien sûr. C'est pas une remise en question fondamentale de la carrière de LeBron James. C'est juste que là, à l'instant T, et les Lakers le savent très bien, je pense que tout le monde le sait très bien dans cette équipe, c'est que voilà, c'est Luka qui doit porter le flambeau aujourd'hui, quoi. Oui, LeBron James, est-ce qu'il est capable de prendre de s'asseoir à côté et de tirer le meilleur parti de cette situation? C'est ça que j'ai envie de voir. Pour l'instant, je l'ai jamais vu faire ça. Et il n'a jamais eu besoin de le faire en même temps. Ouais, mais combien de fois il nous a tartiné les oreilles avec « Ah, maintenant c'est l'équipe d'Anthony Davis, je suis là pour l'aider » et ainsi de suite. Voilà. Ce qu'il n'a absolument jamais fait. Oui, mais d'accord, mais Anthony Davis, c'était l'incarnation de la passivité, en fait. Il ne voulait pas la prendre. Non, mais c'est vrai, je suis désolé, Anthony Davis n'a jamais eu la volonté... C'était pas un problème de LeBron James, c'était plus le problème d'Anthony Davis. Bah, je pense que c'était un problème des deux, parce qu'effectivement, je pense que l'ego de LeBron fait que dès qu'il est autant en conférence de presse, il est capable de dire ça, mais je pense que dès qu'il est sur le parquet, en fait, sa tendance naturelle à dicter le rythme, à s'imposer comme le leader, en fait, c'est pas... Il n'a pas tort, d'ailleurs. Mais bien sûr, mais c'est en fait, du tout. C'est un leader né, en fait, LeBron James, qu'on le veuille ou non. Donc, quand il est sur le parquet, évidemment qu'il va pas se réfréner de dire ce qu'il pense ou de se comporter comme un patron. Mais Anthony Davis, voilà, a jamais démontré. On verra ce que ça donne cette saison pour lui, mais il a jamais donné l'impression d'avoir le caractère d'un franchise player. Et je pense que ça, LeBron James l'avait tout à fait identifié, et c'est pourquoi il reprenait le leadership à chaque fois. Tout à fait. Parce qu'il savait très bien, malgré l'espace qu'il donnait à Anthony Davis n'a jamais occupé cet espace. Non, jamais. Voilà. Donc c'est tout à fait compréhensible de la part de LeBron James. T'as vu, je dis de bien de LeBron, Charlie. Ouais, c'est incroyable. Je me demande si t'es pas malade un peu là. On est enregistré là, c'est bon, ok, cool. Je vais isoler ce moment, je vais le ressortir. C'est ça, de 3 phrases qu'on des compliments pour 10 ans d'insultes. Arrête. Non, mais les 10 prochaines années. Ah oui, d'accord. Tu penses que le podcast va durer 10 ans, toi? Bien sûr. Bien sûr, encore 10 ans, c'est parti. Tant que Wembanyama a pas pris sa retraite. Exactement. Ouais. Allez, je vais sortir mon premier joueur puisque on est dans la veine Spurs, Lakers, tout ça. Mon premier joueur, c'est De'Aaron Fox, le meneur des San Antonio Spurs, la recrue arrivée l'an dernier en cours de saison. Il a été opéré du petit doigt en mars dernier, donc il a lui aussi à terminer sa saison. Il est actuellement blessé à l'ischio-jambier droit. Donc il va manquer le début de saison avec les Spurs. Pendant le Media Day, il a dit « Ah, je comprends pas pourquoi on me laisse pas débuter la saison, je me sens bien et tout. » Voilà, je comprends tout à fait que San Antonio n'a pas du tout envie, ni le besoin d'ailleurs, de précipiter son retour. Il a joué 5 matchs avec Victor Wembanyama la saison passée. Ouais.
avant que Wemby se sorte à cause de sa thrombose veineuse. Il y a eu beaucoup de discussions, je trouve, sur sa personne après la signature de sa prolongation. Il a signé pour 4 ans à 229 millions de dollars. Moi, personnellement, je comprends pourquoi les Spurs ont fait ce move. Ça peut paraître beaucoup pour un joueur qui, après la sélection de Dylan Harper à la draft, donc ça fait 3 meneurs de jeu, on va dire, avec un peu un tir suspect à 3 points, ce qui n'est pas forcément idéal pour entourer Wembanyama. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui disaient « Ah ouais, mais De'Aaron Fox n'est pas sur la même timeline que Wemby ». Pourquoi pas? Moi, personnellement, je suis d'avis de dire que son expérience dans la ligue est vitale pour permettre à cette équipe d'avancer. Ça va permettre d'accélérer la formation des jeunes, notamment Stephen Kessel et Dylan Harper, justement, qui jouent au même poste. Et puis, il dispose là d'un meneur expérimenté. Moi, je trouve que ses points forts à De'Aaron Fox, c'est plutôt complémentaire avec Victor Wembanyama. Donc, très sincèrement, en plus d'avoir hâte de voir Victor Wembanyama, forcément, j'ai aussi beaucoup d'impatience quant à son association avec De'Aaron Fox. Toi, tu sais très bien, De'Aaron Fox, c'est un joueur que j'adorais à Sacramento. Le voir arriver aux Spurs, moi, j'étais extrêmement content. Forcément, la fête a été un peu gâchée après la sortie de Victor Wembanyama. Là, je suis à 100% derrière cette association et je veux que ça fonctionne. Je suis tout à fait optimiste sur le fait que ça puisse fonctionner sur le terrain. Ouais, je suis pas du tout. Enfin, je suis à la fois d'accord et pas d'accord avec toi. Je suis d'accord, il n'y a pas de problème de profil, mais je suis désolé, pour moi le problème il est complètement contractuel et même dans ce que tu dis, je peux pas être d'accord avec toi. Tu as défendu le montant de son contrat en disant son expérience est utile pour le développement des jeunes. Dans quel monde est-ce que tu files plus de 30% de ton cap à un mec qui va t'apporter de l'expérience? Enfin, plus de 30% du cap, tu dois apporter beaucoup plus que de l'expérience, en fait. Pour moi, c'est beaucoup trop important. C'est un joueur qui n'a jamais prouvé qu'il était capable d'être le numéro 2 d'une équipe qui vise le titre. Il jouait à Sacramento, Charlie. D'accord, mais bon... Ses playoffs face à Golden State en 2023, ouais, c'est oui, ça, mais... ouais. C'était quand même du gros calibre. C'était pas rien. La fameuse Bean Team des Kings ne se passe pas comme ça si De'Aaron Fox n'est pas au sommet de son art à ce moment-là. Je suis d'accord. Sa capacité à renouer avec ce niveau, si on retrouve ce De'Aaron Fox là, je suis désolé. Mais c'est un énorme je suis pas en train de parler d'un vétéran de fond de banc. T'es pas en train de parler d'un vétéran de fond de banc, mais t'es en train de parler d'un mec qui a 28 ans, une seule saison All-Star, 7 matchs de play-off dans toute sa carrière. Alors, ok, il était aux Kings, mais enfin, il était quand même le patron de cette équipe, donc on peut pas non plus complètement le détacher des résultats qu'ils ont eu, pardon. Et en fait, moi, voilà, le problème que j'ai avec ça, c'est que je suis d'accord. Il n'a pas eu la possibilité de prouver qu'il peut faire tout ça. Mais n'empêche que, justement, les Spurs ont décidé de lui donner ce contrat-là alors qu'il n'a jamais donné de garantie. C'est factuel, tu vois. Je suis pas en train de... Moi je l'aime bien, hein, Fox, je suis d'accord avec toi. Et je suis aussi d'accord avec toi que je trouve que son profil, il colle tout à fait avec Wembanyama. Mais je trouve que c'est vraiment trop d'argent donné. En fait, surtout, moi, ce qui me dérange, c'est... De'Aaron Fox, c'est typiquement le genre de joueur que j'aime bien, mais dont le contrat impacte la perception que j'ai avec lui. Et le contrat, en fait, ce qui me gêne, c'est que pour moi, en théorie, les Spurs, ils doivent viser le titre dans les 5 ans. Sauf que, dans ces 5 ans-là, je veux dire, De'Aaron Fox, c'est 30% de ton cap. Tu te rends compte que c'est entre 50 et 61 millions sur ces 2 années de contrat, en fait. Je me rends compte tout à fait, ouais. Et en plus, je veux dire, tu vois, on en a parlé de Wembanyama en introduction de ce podcast, là, dans les actus. On sait très bien que sa carrière, on sait pas combien de temps elle va durer. Il a déjà un physique qui est sujet, où il risque d'avoir des blessures. En plus, il y a cette histoire de thrombose dont on sait pas quelles conséquences à long terme ça va avoir. Tu vois, pour moi, il n'y a pas de temps à perdre pour les Spurs. Et en fait, ça m'embête un peu de me dire, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui disent, mais ça va, dans 5 ans, Wembanyama, il aura que 26 ans, il sera toujours temps pour les Spurs de jouer le titre. Je pense que c'est un calcul qui est pas bon, parce que pour moi, 5 ans en NBA, c'est
extrêmement long. Et donc voilà, je trouve que ce contrat est vraiment trop important. Et en plus, on n'a pas parlé de la pression, mais la pression qu'il a, là, De'Aaron Fox, c'est-à-dire, toute la ligue s'attend à ce que les Spurs de Wembanyama soient des contenders à moyen terme au pire. Et tous les meneurs de la ligue, je pense, aimeraient être à sa place aux côtés de Wembanyama. Et en plus de ça, beaucoup de gens estiment qu'il n'est pas forcément la bonne personne pour le job. Enfin voilà, il a beaucoup de pression, il a un contrat énorme, il a jamais prouvé qu'il avait les épaules pour être le joueur qu'on va lui demander d'être aux côtés de Wembanyama. Donc je trouve que c'est trop gros, trop long. Et je pense que c'est une erreur des Spurs, et je finirai en disant, il y a beaucoup de gens qui ont dit que c'était un contrat tradable, mais les gars, pas du tout. Enfin, je suis désolé, mais s'il le trade, ça voudra dire que De'Aaron Fox a prouvé qu'il n'a pas les épaules pour être le lieutenant d'une équipe qui va au titre. Quelle équipe va aller récupérer un mec comme lui avec qui pèse plus de 30% du cap? Je vois pas qui, surtout qu'à ce moment-là, il aura 32 ans, quoi. Le cap va augmenter, mais effectivement, quoi qu'il arrive, ça représentera toujours une somme importante à intégrer dans la construction de ton équipe. Ça veut dire qu'il faut vraiment qu'une équipe soit absolument convaincue que ce soit la pièce manquante pour aller au titre. Là, De'Aaron Fox est devenu ce joueur-là. C'est-à-dire que soit c'est clairement ton numéro 2, soit c'est hors de question de le faire venir. Et effectivement. Ce qui est terrible, tu vois, c'est que franchement, il aurait signé un contrat, je sais pas moi, entre 35 et 45 par exemple, au lieu d'entre 50 et 60, mais j'aurais été fan de cette association, vraiment. Tu vois, c'est pour ça que je te dis, c'est le genre de joueur dont le contrat impacte fortement la perception que j'ai. Tout à fait. Là, pour le coup, c'est pour ça que il fait partie de mes joueurs à suivre. On est d'accord. Bien sûr. C'est parce que, à suivre pourquoi? À suivre justement sa capacité à s'associer avec Wembanyama sur le terrain et à former le duo qui va permettre aux Spurs d'être compétitifs. Et quand je parle d'être compétitif, c'est pas bon an mal an atteindre le play-in. Et on parle de la conférence Ouest où la compétition est sans pitié. On est d'accord. Mais pour l'instant, on n'a rien vu de cette association. On a vu un De'Aaron Fox qui était diminué. On a vu un Wembanyama avec qui il a joué 5 matchs et après c'était fini. Donc on a quasiment... On ne sait rien du tout de ce duo pour le moment. On ne sait pas du tout ce que ça va donner. Si tu regardes les autres contrats des Spurs, pour l'instant, si cette association Fox-Wembanyama fonctionne, les Spurs ont une profondeur de banc, ont du talent à revendre. Et vraiment, je pense que dans les 2-3 ans, ça peut devenir très, très, très compétitif à partir du moment où la mayonnaise prend entre les deux. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, l'urgence pour le San Antonio, ça va être de faire fonctionner ce duo Fox-Wembanyama. Si on prend en considération le talent intrinsèque de Victor, pour moi, le risque de De'Aaron, la marge d'erreur avec De'Aaron Fox est quand même énorme. C'est-à-dire que De'Aaron Fox, s'il est au moins aussi bon que ce qu'il était aux Kings, ça suffit, selon moi. Ouais, ok. Alors moi, j'ai une question à te poser. Si dans 2 ans, là, on se rend compte que les meilleurs joueurs des Spurs sur les lignes arrières, c'est Stephen Castle et Dylan Harper. Qu'est-ce que tu fais avec De'Aaron Fox, en fait, qu'est-ce que t'en fais, vraiment? Sachant que les mecs qu'on a cités, là, il va falloir les prolonger aussi, il va falloir les payer quand même. Tout à fait. Et ça colle quasiment parfaitement avec... alors, il y a Dylan Harper, c'est des team options, donc sur ces deux dernières années de contrat rookie. Stephen Castle, il a une team option et après il a la qualifying offer pour la dernière saison qui correspond au contrat de De'Aaron Fox. Il y a quand même un alignement financier qui est plutôt bien pensé de la part des Spurs. Oui, sauf que tu encore une fois, je suis d'accord avec toi sur le fait que le montant qui ne cesse d'augmenter du contrat de De'Aaron Fox peut devenir un frein si jamais ça ne colle pas avec ce qu'ils veulent faire. Bah ouais, parce qu'il y a aussi, tu vois, Harrison Barnes, il a plus qu'1 an de contrat, Keldon Johnson, il en a 2. Mais Harrison Barnes, c'est différent. Harrison Barnes n'est pas dans les... Harrison Barnes est tout à fait... Tu peux tout à fait
Enfin, je veux dire, c'est un joueur que tu peux remplacer sans trop de difficultés. C'est pas un profil irremplaçable dans ton équipe. C'est pas un profil irremplaçable, mais si dans 2 ans tu veux jouer le titre, tu vas quand même avoir besoin de mecs un peu solides dans ta rotation. Les mecs un peu solides en NBA aujourd'hui, ils prennent pas 3 millions. La plus grosse question pour les Spurs, le mec qui me fait le plus gratter la tête, c'est ni Harrison Barnes ni Keldon Johnson, c'est Jeremy Sohan, bien sûr. Qui clairement est le mec qui risque de sauter en raison de cette situation contractuelle. Ouais. C'est lui qui risque de payer les frais de cette situation. Et t'as raison, il se retrouve avec 3 joueurs qui ont un profil à peu près similaire, donc je pense qu'il y a un moment donné, il y aura probablement un arbitrage à faire. Oui, il y a un arbitrage à faire, sauf que le problème, c'est que le contrat que tu as donné à De'Aaron Fox fait que, par exemple, si tu veux le trader, tu vas devoir sacrifier des assets incroyables pour faire accepter son contrat. Et en même temps, c'est un contrat avec lequel tu peux transférer à une équipe qui voudra, enfin, sur les 2 dernières années de son contrat, c'est un contrat que tu peux refourguer à une équipe qui a envie de d'alléger sa masse salariale à terme, qui a un projet à moyen long terme en termes de reconstruction, et tu vas troquer ça pour autre chose, quoi. Ouais, mais pour des contrats plus courts et ainsi de suite. Franchement, je comprends ton questionnement. Je pense pas que ça soit aussi, enfin, c'est pas non plus l'épine dans le pied que moi je vois pas ça comme toi. Je vois pas comme une épine dans le pied où ça serait absolument insoluble très rapidement, quoi. Bah, en fait, non, c'est pas très rapidement. Moi, je pense que c'est à partir de, c'est dans 3 ans. C'est à partir de dans 3 ans que ça va dire compliqué. Mais en même temps, je reconnais moi-même que je suis un peu incohérent, hein, parce que ça fait des mois que je dis que une équipe comme San Antonio avec un joueur comme Wembanyama n'a pas de temps à perdre, qu'elle doit être ambitieuse rapidement. Donc, et Fox colle à ça. Bien sûr que Fox colle à ça. Puisqu'il a l'expérience. C'est ça qu'ils sont allés chercher aussi. Voilà. C'est justement pour coller avec l'ambition de Wembanyama. C'est pas Dylan Harper ni Stephen Kessel qui vont aujourd'hui porter les ambitions de cette équipe alors qu'ils viennent de débarquer, tu comprends? Tout à fait, mais c'est tout l'équilibre qu'il faut trouver pour être une équipe candidate au titre. Faut pas hésiter à dépenser les sous, mais faut aussi pas se tromper sur l'identité des joueurs sur lesquels dépenser et sur à quel point les contrats que tu vas donner vont t'handicaper dans les années qui viennent. Moi, j'ai peur que ce contrat-là, il soit handicapant dans 3 ans. La durée du contrat, pour moi, est bonne. C'est-à-dire que la durée du contrat, très rapidement, le contrat de De'Aaron Fox, même si ça ne sera pas simple, ça sera transférable. Je te dis, alors ça pourra ressembler un peu à dumper du salaire dans une équipe à la con pour récupérer une contrepartie incertaine. D'accord. Et ce qui n'est pas idéal quand tu veux construire une équipe quand tu as Victor Wembanyama dans ton effectif. Bah ouais. Très clairement. Ça voudrait dire que ça nécessite un changement de cap. Et ça, faut le vendre aussi à Victor. C'est-à-dire qu'il faut dire à Victor, ah merde, je crois qu'on s'est croûté avec De'Aaron Fox. Que va retenir Victor Wembanyama de cette histoire? Est-ce qu'il va retenir le fait que les Spurs aient tenté le coup à partir du moment où il a commencé à dire j'ai envie d'avoir des ambitions dès maintenant, et les Spurs sont allés chercher des ambitions immédiatement, quitte à faire un coup de poker un petit peu, bien évidemment. Je dis pas le contraire. Mais De'Aaron Fox, ça reste un joueur hyper talentueux. Et pour l'instant, on ne sait pas exactement comment le talent de l'un et de l'autre vont réussir à s'exprimer sur un terrain. Si ça prend, je pense vraiment que ce duo peut faire extrêmement mal, extrêmement vite. Vraiment. Bah écoute, je le souhaite, parce que évidemment, moi je ne souhaite qu'une chose, c'est que Wembanyama ait une carrière NBA incroyable. Donc je le souhaite, mais c'est vrai que moi j'ai des doutes. Autant j'aime beaucoup le profil de De'Aaron Fox, et je pense qu'il est compatible avec Wembanyama, autant tant qu'il m'aura pas prouvé qu'il est capable d'être le numéro 2 d'une équipe ambitieuse, j'aurai des doutes. Je sais pas, moi je te trouve dur quand même, parce que son parcours aux Kings, je te dis, tout le parcours de la Beam Team là, ce qu'ils ont fait pendant cette saison-là, oui, ça s'est terminé en 7 matchs. En plus, mais je sais bien, mais... C'est une saison sur combien? Sur 8? Oui, mais on parle des Kings, Charlie. Avant ça, il n'avait jamais eu l'opportunité d'avoir une équipe compétitive autour de lui. Il y a aussi ça. En fait, le point d'interrogation concernant De'Aaron Fox, je comprends que ça interroge, mais il y a toute une partie qui n'est pas dépendante de sa personne, de ses performances sur le terrain. Je suis désolé, non. Alors, ça, là-dessus, je suis d'accord. Et De'Aaron Fox a toujours performé
individuellement, même quand son équipe sentait les chaussettes, quoi. Bah, Devin Booker, il a aussi performé avec les Suns à l'époque où les Suns c'était la pire équipe de la ligue, tu vois. Enfin, Ouais. en fait, tu vois, Et on se posait tous la question de savoir si Devin Booker était capable d'être bon dans une équipe avec des ambitions. Une fois que Chris Paul s'est pointé aux Suns, ils sont allés en finale NBA et on a tous compris que tout Devin à fait, Booker, oui, ça colle dans une équipe qui a des ambitions. tout à fait. Le parcours des Kings avec la Beam Team là en 2023, ça a coupé court parce qu'il s'est blessé, parce qu'ils sont tombés sur les Warriors, parce que pour plein de raisons. Mais là, je trouve ça difficile de faire une croix sur l'intégralité de ce qui s'est passé pendant ce temps-là et sur les qualités individuelles de De'Aaron Fox qui étaient absolument centrales dans ce qui se passait sur le terrain pour les Kings à ce moment-là. Voilà. Oui, non, mais ça, je suis complètement d'accord avec toi. Je fais pas du tout une croix là-dessus. Juste, je trouve que on peut pas non plus le détacher de tous les résultats collectifs qu'ont eu les Kings pendant des années quand il en était le patron. Je suis d'accord. Mais c'est une équipe qui est tellement mal gérée et qui a tellement mal entouré ses meilleurs joueurs pendant la traversée du désert des Kings, elle est quand même, bien documentée. Donc voilà, là ils avaient réussi par un coup du tout ça en plus en se séparant de Tyrese Haliburton, c'est ça l'ironie en plus de toute cette histoire. Mais en faisant, quand tu vois la paire De'Aaron Fox, Sabonis, je me dis que si tu remplaces Sabonis par Victor Wembanyama et que si tu retrouves ce De'Aaron Fox là, il y a vraiment moyen. Il y avait eu aussi la draft de Keegan Murray, il y avait aussi plusieurs autres joueurs satellites qui avaient été recrutés aux Kings à ce moment-là, qui expliquent la bonne saison des Kings. Mais très franchement, moi j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'être optimiste concernant De'Aaron Fox parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup. Et j'ai trouvé beaucoup de gens très très durs avec lui dans leur jugement de son contrat. Moi, Où tu as l'impression que le gars, c'est quand même. C'était vraiment un meneur de seconde zone, quoi. Je suis pas d'accord avec ça. Voilà. Pas un meneur de seconde zone, mais moi je trouve ça normal d'être dur et exigeant quand on parle d'un mec qui touche 30% du cap d'une équipe je comprends ton point de vue. Dont tout le monde s'attend à ce qu'elle domine à l'avenir. Ouais, non, mais je comprends ton point de vue, tout à fait. Écoute, on verra ce que la saison, quelle saison il nous sort. Ouais. Et s'il est capable de se montrer à la hauteur. C'est à lui de se montrer à la hauteur de son contrat, clairement. Bien sûr. Et la probabilité... Enfin, il y a un monde, effectivement, dans lequel De'Aaron Fox déjoue totalement et ne mérite pas son contrat, et où les Spurs se mordent les doigts d'avoir signé cette prolongation. Et encore une fois, je ne le souhaite pas du tout. Hein. Là, voilà, pour le coup, j'espère vraiment que... Tu vois, oui, non, mais je reprécise, parce que c'est vrai que j'ai eu un peu la dent dure pendant le passage, mais c'est clair que moi, je ne veux que le bonheur de cette équipe tant qu'il y aura Wembanyama dedans. Mais c'est ça qu'on veut, des discussions engagées, là. Allez, ton deuxième joueur, Charlie. Bah écoute, mon deuxième joueur, c'est Giannis Antetokounmpo. Je pense que cette saison est extrêmement importante. Il va avoir 31 ans, là, début décembre, et bon, franchement, ses déclarations récemment, là, il a quand même beaucoup soufflé le chaud et le froid sur sa relation avec la franchise. Alors, au début de l'été, là, il y avait Windhorst qui expliquait qu'il n'avait jamais explicitement demandé à partir, qu'il n'avait jamais été question pour les Bucks de le trader, etc., etc. Mais début août, c'est Shams Charania, qui est quand même plutôt une référence, qui expliquait que lui, selon ses sources, il hésitait toujours à partir, qu'il n'était pas du tout sûr que rester, il était le mieux pour lui et pour sa carrière. Et que de toute façon, tout ce qui comptait pour lui, c'était d'être en position de gagner un titre. Et on va être clair, l'effectif actuel de Milwaukee ne lui permet absolument pas de viser le titre. C'est impossible. Je veux bien être le plus optimiste possible, ça ne va pas arriver. Là, sur le Media Day, j'ai pas non plus trouvé qu'il était pleinement investi pour faire taire les rumeurs. Apparemment, il y a eu des histoires de réunions avec le propriétaire des Bucks, qui a dit ouais, il m'a vachement rassuré, et Giannis a dit ah bon, mais moi je me souviens pas de ça. Enfin bon, bref, c'est quand même un peu étonnant comme situation. Il y a aussi eu des petites phrases sur le fait que ne pas viser le titre serait un manque de respect pour le basket. Bon, écoute, on est très loin de viser le titre pour le moment. Bref, je trouve que c'est pas la communication d'un mec qui est décidé à rassurer les fans. C'est pas la communication d'un mec qui est prêt à s'investir de nombreuses années de plus dans la franchise.
Et ça fait quand même quelques temps maintenant qu'on en parle de la perspective de le voir quitter Milwaukee. Je suis assez partagé entre mon côté un peu romantique qui aimerait bien le voir faire toute sa carrière là-bas et mon côté beaucoup plus pragmatique qui trouve que c'est hallucinant d'être à ce point-là incapable de donner à un joueur aussi fort une équipe ambitieuse. Voilà, on parle d'un mec, sa saison dernière, elle est un peu passée sous les radars parce qu'il y avait deux mecs, Jokic et Shai Gilgeous-Alexander, qui étaient incroyables. Mais enfin, Giannis, la saison dernière, c'est 30 points, 12 rebonds, plus de 6 passes. Ça fait 3 ans que ce mec, qui est décrit par certains comme n'ayant pas de technique, tourne à plus de 30 points par match, à plus de 11 rebonds et à plus de 5 passes. C'est phénoménal. C'est absolument anormal que son front office soit à ce point-là incapable de lui fournir une équipe capable d'être ambitieuse. Et ça me fait mal au cœur de voir que là, on est encore parti sur une saison où il va devoir jouer plus de 35 minutes par match, où il va avoir toutes les défenses se focaliser sur lui, il va devoir faire le taf en attaque et en défense. Tout ça pourquoi, en fait? Pour prier, pour passer un tour de play-off, ça me frustre. Au Media Day, on nous a expliqué qu'il allait être responsabilisé à la création encore plus qu'avant, parce qu'en soi, c'est déjà quelque chose auquel on est habitué, mais on parle d'un mec qui a déjà envoyé des matchs à 15-20 passes D dans sa carrière, mais tu vas lui demander de créer pour qui, en fait? Pour Kyle Kuzma? C'est scandaleux, c'est de la torture, c'est horrible. Donc voilà, je trouve que c'est horrible, cette situation, ça m'emmerde. En fait, ça m'emmerde de voir Antetokounmpo encore aujourd'hui à Milwaukee. Ouais. Alors, moi, je suis beaucoup moins. J'ai pas du tout la même analyse que toi pour le coup. Tu vois, c'est bien, on n'est pas d'accord aujourd'hui. Hein. Ah ouais, c'est chouette. Je suis pas d'accord sur l'analyse concernant Giannis Antetokounmpo et les Bucks. Quand ils font venir Damian Lillard, c'est quand même l'exemple même d'une équipe qui a tout mis en œuvre pour essayer de l'entourer d'un talent absolument à l'époque où on était tous là en train de se dire ah mon Dieu les pick and roll avec c'est le truc qu'on a dit 15 000 fois dans le podcast. Oui, mais ça a raté. Ça a raté. Mais on peut pas dire que les Bucks n'ont pas tout fait ce qui est en leur pouvoir pour entourer Giannis Antetokounmpo. Ils ont gagné un titre en 2021 face aux Suns, donc, parce qu'ils ont fait venir Jrue Holiday, parce qu'il y avait déjà Chris Middleton, il y avait Brook Lopez, ils ont fait venir, comment il s'appelle, PJ Tucker, qui a été absolument indispensable dans cette course au titre, qui pour moi a même fait complètement basculer cet effectif d'une année à l'autre, hein, entre 2020 et 2021. Donc, personnellement, je trouve que les Bucks ont toujours fait ce qui était en leur pouvoir pour essayer de donner les meilleures chances à Giannis d'être compétitif. C'est pas eux qui ont blessé Giannis Antetokounmpo et qui ont fait qu'il a manqué des matchs cruciaux ou qu'il est arrivé parfois diminué en play-off. Pour ce qui est des derniers recrutements, des erreurs qui ont été commises, oui, effectivement, il y en a plein qui ont été commises. Mais je tiens aussi à rappeler que Giannis Antetokounmpo est un joueur qui a quand même fait pas mal pression sur le front office pour être justement compétitif coûte que coûte et qui a provoqué des décisions qui souvent étaient prises à la va-vite, qui étaient mal pensées, mal réfléchies. Enfin, donc, quelque part, pour moi, Giannis Antetokounmpo est partie intégrante de ce qui se passe à Milwaukee. Et là, aujourd'hui, effectivement, c'est un roster complètement difforme qui se présente pour ce début de saison 2025-2026. Giannis Antetokounmpo, pour moi, a une part de responsabilité là-dedans, très clairement. Et je ne trouve pas que les Bucks soient à 100% responsables de cette histoire. Maintenant, très clairement, moi, comment je vois l'évolution de cette situation, c'est que je vois de la frustration grandir de plus en plus chez Giannis Antetokounmpo, qui jure par monts et par veaux qu'il n'a pas du tout envie de quitter la franchise, qu'il a envie de finir là-bas et qu'il a envie de rester là. Ah oui, il souffle le chaud et le froid d'une manière hallucinante. Il est même là à dire « Ah, mais on peut être carrément dangereux, c'est sûr et certain, on peut faire du bruit dans la conférence Est. » Oui, d'accord, pourquoi pas. Et je pense qu'ils vont effectivement gagner des matchs, étant donné, vu le niveau de la conférence Est pour la saison à venir. Il y a sûrement pas mal de victoires à aller grappiller pendant cette saison. Maintenant, voilà, comme tu l'as très bien dit, quand tu vois ce qu'il y a autour de lui, pour moi, ça va nulle part. Ça va clairement nulle part. Et sur la seule base de son talent, ça suffira pas. Ça suffira pas, très clairement. Je sais pas ce qui va se passer, s'il va
La seule chose qui pourra éventuellement se produire, c'est qu'il demande son transfert. Ce qu'on a évoqué un peu tout à l'heure, qu'ils disent voilà, je veux être transféré dans une de ces 3 équipes-là. Allez-y, démerdez-vous. Mais voilà, je réfute l'idée que les Bucks n'aient pas fait. Giannis Antetokounmpo a un titre NBA dans son palmarès aujourd'hui parce que les Bucks ont su l'entourer, ont su recruter le coach qu'il fallait, l'effectif qu'il fallait, des pièces qui étaient parfaitement complémentaires avec son jeu, qui collaient à son identité. Aujourd'hui, voilà, ça va pas dans son sens, très clairement. Ça arrive, mais voilà, il a quand même mis pas mal la pression sur tout le monde pour que ça se passe. Et ils ont essayé des trucs. L'échec de Damian Lillard, clairement, coûte extrêmement cher. Oui, tout à fait. On le savait le jour où ils ont fait venir Damian Lillard, parce que Damian Lillard ne voulait pas jouer aux Bucks, déjà, première chose. Le jour où ils l'ont fait venir, on savait très bien que c'était qui tout double. Et ils se sont croûtés. C'est le jeu. Bah oui, mais justement, en fait, c'est aussi à ça, enfin, tu vois, c'est aussi un peu le boulot du front office, en fait, de faire le bon pari au bon moment. Le pari Lillard, il était pas au bon moment du tout. En plus, effectivement, tout le monde criait au génie au moment où c'est arrivé, Charles. Mais d'accord, mais en fait, nous, on est des observateurs extérieurs, Josh. En fait, on n'a pas les insides. Par exemple, on savait pas forcément tous très bien que Lillard ne voulait pas du tout être là-bas, tu vois. On savait pas non plus quelles étaient les décisions qu'ils allaient prendre par la suite. Bon, alors, je suis désolé, je vais encore passer pour un haineux, mais ça me semble difficile aujourd'hui, en 2020, je crois qu'il vient en 2023 ou 2024, de te prétendre une équipe ambitieuse quand tu signes Doc Rivers au coach. Quand tu vas chercher un profil comme Kyle Kuzma, dont tu sais extrêmement bien quelles sont les limites, c'est pareil. Enfin, tu vois, je suis d'accord qu'ils ont essayé avec le Lillard, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais en fait, c'est leur taf d'essayer, et ensuite c'est justement sur ça qu'on doit les juger, en fait. Et ça a été un échec qu'ils n'ont pas du tout été capables de résolver, en fait, de la manière la plus en fait, ils ont. C'était pas un problème que tu peux résoudre. Voilà, c'est ça. C'est pas un problème que tu peux résoudre rapidement. C'est vrai. Tu peux pas faire machine arrière et faire pivoter à 180 degrés facilement en faisant oui, mais justement, un joueur d'une telle envergure. Non, mais c'est ça. Impossible. C'est impossible. Donc justement, en fait, quand tu fais un move dont tu sais qu'il va avoir des conséquences sur des années et des années, et où potentiellement, si ça échoue, ça peut être dramatique pour ta franchise et pour ton avenir à moyen terme avec ton meilleur joueur, c'est aussi là où tu dois un peu peser le pour et le contre au moment de faire ce trade, quoi, tu vois. Tout à fait. Donc, et je suis d'accord avec toi, hein, moi, l'association Lillard-Antetokounmpo, sur le papier, c'était le rêve, hein, j'y croyais à fond, et je me disais, ça va être un massacre pour les autres équipes. Et tu sentais bien la pression d'Antetokounmpo, Charlie. À ce moment-là, au moment où ils font le transfert, les Bucks, il y a des sorties d'Antetokounmpo qui clairement indiquent que le gars est impatient, qu'il a envie de retrouver le plus haut niveau, qu'il a l'impression que ça se passe pas comme il a envie, et que il sait pas s'il va signer sa prolongation. Ils font le transfert pour Damian Lillard. Qu'est-ce qu'il fait ? Il re-signe dans la foulée. Pour les Bucks, c'était une victoire, parce que l'objectif, c'était justement de pousser Giannis à signer cette prolongation. Mais tout à fait. Et peut-être au final que, je vais même te dire un truc, c'est que peut-être pour le front office des Bucks, in fine, dans quelques saisons, ils considéreront que le move de faire venir Lillard est gagnant, ne serait-ce que parce que derrière, il y a prolongation de Giannis et que ça permet de le trader contre quelque chose qui assure une reconstruction. C'est tout à fait possible. Non, mais c'est tout à fait possible. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. C'est, à mon avis, exactement comme ça qu'un front office envisage les choses. Oui, mais du coup, on en revient à ce que je dis. Tout ce que j'espère, moi, c'est que c'est la dernière saison de Giannis Antetokounmpo à Milwaukee. Moi, je pense que ça l'est. Je vois pas comment je vois pas comment ça va bien se passer. Tu peux pas jouer avec Kyle Kuzma et avoir encore le goût de jouer au basket au bout d'une saison. Mais surtout que là, le mec, il sort d'une compétition internationale où il a regoûté au succès. Alors, même si c'est qu'une médaille de bronze, ça a eu énormément de sens pour lui. On l'a vu vraiment toucher. Est-ce que ça va pas aussi un peu lui donner des envies de vivre ces émotions-là en NBA? Enfin, revivre plutôt, parce qu'il a déjà gagné. Mais enfin, voilà. Pour moi, il y a vraiment des chances pour que ça soit sa dernière année. Alors, ils ont raboté son frère, Charlie. Ouais. Non, mais regarde, ça, Charlie, c'est quoi? C'est pas Giannis Antetokounmpo qui dit tiens, ça serait cool de re-signer mon frère. Est-ce que Giannis Antetokounmpo a une place en NBA aujourd'hui? Mais non, mais d'accord, mais ça c'est. Je vais presque te dire, bon, aujourd'hui, ça, je trouve ça tellement banal en NBA. C'est peut-être mon erreur. Hein, bien sûr. Mais oui, t'as raison, évidemment, qu'ils font tout pour lui. On peut pas dire que le front office des Bucks
ne fait pas les 4 volontés de Giannis Mais Antetokounmpo. attends, je vais te dire un truc, hein, ça va peut-être t'étonner de ma part, mais putain, Vas-y. encore heureux, bordel! Mais oui, bien sûr. Encore heureux! Mais complètement. Il a redonné vie à cette franchise. L'année Mais dernière, il complètement. portait tout l'état du Wisconsin sur ses épaules, le mec, et il continue à courir avec. Enfin, c'est fou. Donc voilà. Ils n'avaient pas gagné de titre depuis 50 ans ou je sais pas quoi. Ouais. C'est ça, ouais. Donc voilà, je suis peut-être un peu dur. Il y a des profils dans cette équipe qui sont intéressants. Hein. Il y a des mecs comme Turner, Porter Jr., etc., qui sont intéressants. Mais c'est pas du niveau d'un contender et c'est pas du niveau d'un mec comme Giannis Antetokounmpo. Et encore une fois, je suis désolé, mais c'est pas le coach d'un contender non plus. Non, mais carrément, mais bien sûr que non. Mais ça va être la valse aux excuses. Oui, mais vous comprenez, je peux tout expliquer. On connaît Doug Rivers, on connaît sa façon de. Mais du coup, toujours, oui. Pour toi, Yanis, il finit la saison à Milwaukee et il est tradé l'été prochain ou il est tradé avant février là? Ça va dépendre de beaucoup de choses. J'en sais trop rien. Je t'avouerai que j'ai pas mis je sais pas trop de quoi penser Je pense pas à l'imminence de la décision. Je pense que moi, je mettrais plus une pièce sur le fait qu'ils finissent la saison aux Bucks. Mais c'est quoi sa situation contractuelle à Giannis actuellement Bah, il lui reste 3 ans, je crois. Il me semble qu'il lui reste 3 ans. Ouais, c'est ça, ouais. Donc il a encore la saison là, l'autre d'après, ouais, voilà. Et après, il a une player option. Donc grosso modo, il joue cette saison-là et après, il a vraiment le couteau à mettre sous la gorge des Bucks pour faire ce qu'il a envie de faire. Écoute, le payroll des Bucks, il est impressionnant. Hein. Ça sera à lui de décider, j'ai envie de te dire, ça paraît très con de dire ça, mais c'est clairement à lui de décider. Est-ce qu'il a envie de rester à Milwaukee et d'inscrire son nom dans ce qui est de moins en moins courant, c'est-à-dire un joueur, une équipe et toute sa carrière là-bas, et devenir une espèce d'icône absolue, d'avoir sa statue un jour. Franchement, j'espère que c'est déjà le cas. Hein. Qu'il a déjà Milwaukee. le statut d'icône. Je pense que c'est déjà le cas, mais on va dire que là, on rentrerait dans une dimension oui. Supérieure. tout autre, tu vois. Ouais, je suis d'accord. À une échelle encore tout autre. S'il fait toute sa carrière là-bas, clairement, c'est un truc complètement fou, surtout pour un marché comme les Bucks. Ouais, c'est clair. Soit il se dit non, j'ai envie d'aller chercher autre chose, j'ai envie d'aller chercher encore un titre dans ma carrière, j'ai envie d'être à nouveau compétitif et de jouer, de disputer une saison pour jouer un titre, pour aller gagner ça, pour aller au bout. Il peut le faire aussi. Je pense que ça dépendra de lui, de sa décision et à quelle vitesse ça va lui venir. On verra. Mais je pense qu'effectivement, la saison des Bucks, là, elle risque d'être bizarre, en fait, cette saison des Bucks. On est sur une année bizarre, je pense, pour Milwaukee, parce que ça va gagner des matchs en raison du niveau global de la conférence Est. Donc, potentiellement, ça peut maintenir cette illusion qu'il y a une certaine... ils sont compétitifs, et puis après, tu as toutes les excuses qu'ils vont pouvoir trouver derrière pour expliquer ce qui se passe. Donc, moi, je mettrais une pièce sur il finit la saison, et l'été prochain, par contre, c'est le feu dans le bureau du front office, quoi. Ouais. Voilà ce que je te dirais. Ça me va. Ça me va. Je pense la même chose, ouais. Et voilà. Mon deuxième joueur, pour moi, c'est Stephen Curry. Potentiellement, le futur coéquipier de Giannis Antetokounmpo, on verra bien. Il aimerait bien, je pense, ouais. Mais moi, je pense que si Giannis doit partir, et s'il veut partir vite, je pense que c'est tout à fait la destination qu'il aurait tout intérêt à prendre. On va assister à la première saison complète de Stephen Curry avec Jimmy Butler et Draymond Green. Les trois ensemble, la saison passée, ils étaient sur des bases d'une saison à 60 victoires. C'était 23 victoires, 7 défaites après l'arrivée de Jimmy Butler à San Francisco. Là, on a vu pendant les photos, les clichés qui sont sortis un petit peu du début du training camp des Warriors, que Curry avait encore sa protection sur son pouce blessé de la saison passée. Il y a eu des arrivées notables, notamment celle d'Al Horford, qui est absolument capitale pour cette équipe des Warriors. J'ai beaucoup
J'ai beaucoup d'espoir dans la présence d'Hallerford dans cette équipe. Il y a les retours de Gary Payton Jr. et de D'Anthony Melton. L'histoire des Warriors, on la connaît. C'est est-ce que les joueurs vont être capables de rester en bonne santé pendant le marathon qui est la saison régulière. Et quand tu vois Green, Curry, Butler, bah, le doute est permis. Voilà, maintenant 37 ans, Stephen Curry, ça reste clairement un des joueurs les plus fascinants de la NBA. Il a prouvé de la plus belle des manières l'an dernier au JO de Paris. Pour moi, il a été auteur d'une performance qui restera à jamais dans l'histoire olympique. Et je pense pas qu'il y ait beaucoup de joueurs qui sont capables qu'on marqué à ce point les JO comme il l'a fait pour sa première participation aux Jeux Olympiques, pour le coup. Très franchement, je trouve que c'est absolument incroyable ce qu'il nous a sorti. C'était vraiment magnifique. J'ai pas envie de faire le nostalgique, mais sa saison 2015-2016 reste une des plus folles à laquelle j'ai assisté dans ma vie de fan NBA. Voilà. J'ai envie de continuer de kiffer devant Stephen Curry. C'est un joueur qui me procure énormément de bonheur quand il joue. Voilà. Donc c'est mon deuxième joueur. J'ai pas grand-chose à dire d'autre que j'espère que la saison des Warriors va bien se passer, malgré l'âge avancé de beaucoup de ces joueurs et leur tendance et la tendance qu'ils ont tous à se blesser. J'ai peur que... C'est pareil, tu vois, on parlait des ambitions des Lakers au sein de la conférence Ouest. J'ai du mal à cataloguer les Warriors exactement. J'ai envie de croire qu'ils sont capables d'être compétitifs, mais c'est quand même dur, quoi. Vu le passif des blessures et tout, j'ai du mal à voir un scénario où ça se passe bien. Ouais, c'est un peu une énigme pour moi, cette équipe, pour être honnête. J'ai du mal à les situer dans la hiérarchie à l'Ouest. Alors évidemment, moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner aussi. Hein. C'est une équipe qui a marqué l'histoire récente de la Ligue. Curry en a toujours été son acteur principal. Et bon, alors on entend qu'il est plus affûté que jamais, etc., etc. Mais enfin bon, c'est des déclarations de Media Day. Ce qu'a dit son préparateur physique perso, là, je prends tout ça avec des pincettes. Il va avoir 38 ans. Toute sa carrière, il a eu des soucis physiques, notamment au niveau des chevilles. Donc ça semble difficile de s'attendre à une saison comme il pouvait en pondre il y a 10 ans, hein, comme tu l'évoquais. Malgré tout, il faut profiter parce qu'on est sur une fin de carrière en fait avec Steph Curry. Il est sous contrat jusqu'en 2027. On sait pas du tout combien de temps il va encore jouer. C'est un mec qui est une légende absolue de la ligue. Alors on débattra de sa place dans l'histoire quand il sera plus là, mais il a révolutionné le jeu. Il a été le patron d'une équipe qui a instauré la dernière dynastie qu'on ait vue en NBA. Il a été le premier MVP unanime de l'histoire, il me semble. À la tête de l'équipe avec le meilleur bilan jamais fait en saison régulière. Enfin, bref. Et puis il a pulvérisé toutes les attentes qui le concernaient. C'est un joueur qui, quand il arrive dans la ligue, est présenté comme un joueur frêle, trop petit, pas assez comme ci, pas assez comme ça. Sur qui aucune équipe ne va vraiment miser, etc. Voilà. Qui sera au pire un Mark Price ou un shooter de complément, mais si tout se passe bien. Et c'est devenu une légende absolue de ce sport. Bien sûr, mais c'est ça. Et j'aime pas quelque part, j'aime pas mon choix parce que j'ai l'impression d'être... Je te dis, je voulais pas du tout être nostalgique de service, mais ce joueur me procure tellement de joie et je déteste encore et toujours les gens qui veulent résumer Stephen Curry au tir à 3 points alors que ce joueur est un joueur de basket absolument complet qui est bien plus que ça et s'il vous plaît, arrêtez de l'enfermer là-dedans, quoi. Mais bien sûr, et juste profitez de ce joueur qui a inspiré des millions de gens à travers le monde. Sa manière de se déplacer sur le parquet, enfin, tout est incroyable avec Steph Curry. Voilà, on va pas faire l'inventaire de ses exploits en carrière, mais c'est ça, en fait, ça nous prendrait un podcast de 10 heures peut-être de parler de la carrière de Steph. Mais enfin voilà, moi c'est vrai que ce qui me fait aussi un peu sourire dans tout ça, c'est que tout le monde parle de la fin de carrière de LeBron James comme le truc marquant à venir, mais Steph, il est potentiellement à l'aube de l'avant-dernière saison de sa carrière, et j'ai l'impression que ça passe quasiment inaperçu en comparaison, et ça me frustre un peu, parce que enfin vraiment, ça va faire trop bizarre la NBA sans Steph Curry, en fait, vraiment. C'est un révolutionnaire, Stephen Curry. Pareil, on l'a dit. Ah ben bien sûr, il a changé. Il a changé complètement cette ligue. Bien sûr. À partir du moment où il a explosé sur le devant de la scène. Bien plus qu'un mec comme LeBron. Je suis pas en train de dire que l'un est meilleur que l'autre ou pas, tu vois, mais en termes d'impact sur le jeu, Steph Curry est sans équivalent dans sa génération. L'impact culturel et
et sportive de Curry est, je sais pas, c'est sidérant. Mais oui, mais oui. Je sais pas si vous avez dans votre entourage des gens un peu jeunes qui suivent le basket depuis moins de 10-15 ans, mais l'impact d'un mec comme Steph Curry est phénoménal, Bah, moi, phénoménal. j'ai un ami dont le fils est en CM1 là. Il ne jure que par Stephen Curry. Là, tu m'étonnes. Et de l'avoir vu à la télévision, au JO, faire ce que tout le monde voulait voir. Bah, tu vois, c'est toujours marrant quand une superstar réalise sur le terrain ce que tout le monde attend qu'il Ouais, fasse. ouais, Quand il met en marche sa propre légende, quand il donne à voir son super pouvoir, quand tu es témoin de ce côté génial de son jeu, de ce qui fait sa légende, de ce qui fait sa singularité. Et Curry, c'est ça, c'est un joueur époustouflant, c'est un joueur, je sais pas, ouais. Et il est puis génial ce mec, il est absolument génial. tu vois, la NBA c'est quand même un peu l'univers, un univers froid de chiffres, de stats, de. Mais en fait, Steph Curry, il incarne un truc qui est tellement différent. Il procure tellement de joie. En fait, déjà, il exprime tellement de joie sur un parquet. C'est un mec qui a tout le temps l'air heureux d'être là. Ça, c'est quand même un bonheur pour les spectateurs. Et en plus, ouais, moi, c'est un joueur qui me. Et pourtant, je suis pas un adepte du tir à 3 points, hein, moi, bien au contraire. Hein. J'ai découvert la NBA à une époque où le mi-distance était le roi, où il y avait encore des intérieurs vraiment dominants, etc. Mais Steph Curry, au-delà de son jeu, au-delà de son shoot à 3 points, il dégage un truc qui est juste super réjouissant, je trouve. Ouais, absolument d'accord. Voilà. C'était un petit cri d'amour, voilà, c'est ce que je veux dire. Voilà, de toute façon, les Warriors, depuis plus de 10 ans maintenant, c'est une équipe qui est inscrite dans mon League Pass et c'est une valeur sûre. Bah, tu Tant que m'étonnes. ce gars-là aura un maillot sur le dos, je le regarderai. Ton troisième joueur, Charlie. Écoute, moi je voulais parler de Devin Booker parce que je trouve que cette saison doit être un peu celle enfin, celle d'un virage en fait. En tout cas, celle où il devrait nous montrer quel joueur il est vraiment. Il va avoir 29 ans là dans quelques semaines. Il sort de 2 saisons où, qu'on le veuille ou non, il a quand même moins été le visage de la franchise que ce qu'il a pu connaître par le passé. Et c'est normal quand on évolue avec un joueur de la stature de Kevin Durant. Et même avant ça, concrètement pour moi, à chaque fois que les Suns ont été performants, ben, c'était pas lui le patron de l'équipe. On a cité la période avec Chris Paul tout à l'heure où les Suns vont en finale NBA. Alors certes, le leader statistique de cette équipe c'est Booker, mais le vrai patron sur le parquet, pour moi à l'époque, c'était Chris Paul. Et globalement, j'ai un peu ce sentiment que Booker s'est éteint ces dernières années. Alors attention, statistiquement, ça reste monstrueux. Hein. C'est peut-être même plus monstrueux ces dernières années que ça ne l'était à l'époque Chris Paul. Mais ça, les stats, on est habitué avec Booker depuis son arrivée dans la ligue. Il est productif à ce niveau-là. Mais là, maintenant, je trouve qu'on lui demande plus que ça. Alors, je vais pas lui demander de faire gagner cette équipe. Hein. Il est à la tête d'une équipe qui est très jeune, qui est en reconstruction. Mais j'ai envie de voir un autre Devin Booker que sur celui de son début de carrière où il faisait énormément de stats dans une équipe en perdition. Ça, je sais très bien qu'il en est capable. Tu vois, je suis sûr que Devin Booker est capable de nous faire une saison à 30 points de moyenne par match. Mais pour moi, l'enjeu cette saison, pour un mec comme lui qui s'approche de la trentaine, qui est multiple All-Star, qui a fait des NBA Team, une année, il est même pas loin du podium du MVP. Enfin, c'est un mec qui a coché la plupart des cases individuelles. Mais moi, je veux voir cette saison si Devin Booker il a les épaules et la mentalité pour être un franchise player d'une équipe en reconstruction. Est-ce qu'il est capable de faire progresser les jeunes? Est-ce qu'il est capable de se sacrifier pour l'équipe? Est-ce qu'il est capable d'être plus préoccupé par le collectif que par ses stats perso, ce qui honnêtement dans sa carrière a vraiment pas toujours été le cas. Voilà, je pense qu'aujourd'hui dans la hiérarchie des arrières NBA, il a été dépassé par pas mal de joueurs. Mais c'est pas ça aujourd'hui qui compte le plus pour moi. Ce qui compte le plus pour moi aujourd'hui, c'est de voir en Devin Booker un vrai leader. Et je me demande s'il en est capable. Ouais, c'est drôle. Moi, je suis assez dur avec un mec comme Devin Booker. Bah, il est Je tellement reconnais, fort individuellement. je reconnais son talent individuel. C'est un soliste magnifique. Extraordinaire. Son talent pour le scoring, au shoot et ainsi de suite, indéniable. Il n'y a aucune question là-dessus. La seule fois où il a eu vraiment des ambitions, c'est avec Chris Paul, où Chris Paul était le leader incontesté de cette équipe et a porté cette équipe
voilà. Quand Bah, Chris c'était Paul, un vrai leader, Chris Paul, justement. quand Chris Paul était à la baguette, ça fonctionnait. Devin Booker, effectivement, tu le dis très bien, là se retrouve, mais déjà avant, j'ai envie de te dire, déjà après le départ de Chris Paul, pour moi, il a jamais été convaincant là-dedans. C'est quelqu'un qui, pour moi, est totalement, enfin, qui pour l'instant n'a jamais démontré sa capacité à conduire une équipe. Et ce qui était très drôle d'ailleurs quand Kevin Durant était là, c'est qu'il s'est retrouvé avec un joueur qui est comme lui. Ouais. C'est-à-dire un talent individuel indéniable, un scoreur exceptionnel, mais un piètre leader dans le vestiaire. Et je dis pas ça pour être méchant ou pour casser le joueur. C'est pas ça du tout. Il y a peu de joueurs qui sont capables de porter un vestiaire, un effectif et de porter une franchise sur leurs épaules. C'est pour ça qu'on adore les franchise players. C'est pour ça que ça force le respect et qu'on en parle encore ensuite après des années et des années après qu'ils aient arrêté leur carrière. Les Tim Duncan, les Michael Jordan, les Magic Johnson, tous ces joueurs-là, enfin tous les joueurs légendaires qu'on connaît tous. Et là, cette équipe des Suns, j'ai presque envie de croire que les Suns peuvent être une bonne surprise par rapport aux attentes que certains peuvent avoir. J'ai l'impression que Jalen Green, Dillon Brooks vont faire des étincelles dans cet effectif. J'ai hâte de voir ce que leur nouveau coach, l'ancien assistant des Cavs, Jordan Haute, va proposer comme jeu. Franchement, je me pose plein de questions sur cette équipe. Je suis un peu dans l'expectative. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Maintenant, la capacité de Devin Booker à s'imposer comme un véritable leader à 29 ans, je continue à avoir un gros doute là-dessus. Ah, mais moi aussi, ouais. Pour moi, ça ne fait pas partie de ses attributs. C'est pas dans son C'est ADN. au mieux un numéro 2, un excellent numéro 2. Attention, s'il a une bonne locomotive à ses côtés, Devin Booker est un numéro 2 idéal. S'il a quelqu'un qui est complémentaire à ses côtés. Mais voilà. Pour moi, ça sera jamais plus. Et je suis tout à fait ouvert à l'idée, je terminerai en disant ça, je reste tout à fait ouvert à l'idée qu'il puisse me faire mentir. Encore une fois, je ne souhaite jamais le malheur d'un joueur, je n'ai pas envie de les voir échouer, ce n'est pas un plaisir que d'assister à cela, mais j'ai l'impression que Booker on suit depuis assez longtemps sa carrière, et s'il devait être ce joueur-là, on le saurait déjà, j'ai envie de te dire. Je le pense un peu aussi, mais je lui encore, enfin voilà, en fait, pour moi, l'échec de la super team Durant, Bill Booker, ça a été quand même assez violent pour les fans des Suns, en tout cas pour ceux qui ont gobé les discours de Matisse Bia. Donc voilà, j'attends un peu de voir quelle saison il va nous faire. Et vraiment, ouais, pour moi, vraiment ce qui est important, ça va être son comportement sur le parquet et pas du tout ses stats, parce que encore une fois, Devin Booker, c'est vraiment un mec qui est capable de mettre 50 points à moitié en dormant, en fait, quand il est dans une bonne période. Donc voilà, c'est un mec qui est fascinant par cette espèce d'écart qu'il y a entre sa capacité à prendre toute la place sur le parquet tout en étant complètement en retrait dans les vestiaires. Ouais. Et ça, ce truc-là, ce côté leadership dans le sport de haut niveau, c'est quelque chose d'assez fascinant en fait. Qu'est-ce qui fait qu'un joueur est capable de créer cette espèce d'alchimie avec ses coéquipiers, enfin de créer un environnement ultra compétitif où tout le monde s'embarque dans cette aventure et avance vers une même direction. Et qu'est-ce qui fait que tu es des joueurs qui portent, ou leur talent laisse croire que ça devrait être tout à fait possible, et pourtant ça ne se passe pas. Ouais, et puis quel impact ça a sur leur choix et sur la perception qu'on a d'eux. Parce que tu vois, par exemple, tu as cité Kevin Durant en disant qu'il était exactement pareil, à savoir pas le leader d'homme, mais du coup, KD, sa solution, ça a été de se barrer aux Warriors, tu vois, et ça a détruit son image probablement pour l'éternité. En parallèle de ça, un mec comme Devin Booker, il est quand même a priori bien parti pour faire toute sa carrière à Phoenix, qu'il ne fera probablement jamais gagner en tant que patron de l'équipe, ou alors il y a un gros changement. Tu vois, comment est-ce qu'on jugera sa carrière une fois qu'il sera plus là, quoi. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi.
Et si ça te dérange pas, on va parler de mon troisième joueur, puisque c'est Kevin Durant, justement. Transition parfaite. Voilà, et qui arrive. J'ai hésité avec Bradley Beal, je t'avoue, mais j'ai quand même parlé de Bradley Beal maintenant. Et je suis très impatient de la voir cette saison à Kevin Durant. J'ai hésité à prendre Kevin Durant parce que j'en ai déjà parlé quand on a parlé de Houston dans les précédents podcasts. Mais je trouve ça tellement fascinant le fait que Van Vliet va manquer la saison dans son intégralité et qu'aujourd'hui on va demander à Kevin Durant de prendre ce rôle de leader. J'ai entendu là, Ime Udoka pendant le Media Day dire mais Kevin Durant c'est un mec, on peut lui demander d'être un créateur. Mais je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec ça du tout même. Il est capable de créer, il est capable de remonter la balle et tout ça, mais il n'a pas le niveau d'un Luka Doncic, d'un LeBron James, d'un Chris Paul. C'est pas un créateur. Il crée pas du jeu de cette manière-là, comme Jokic, comme les meilleurs créateurs, comme Steve Nash à son époque. Je sais pas, on peut mettre n'importe quel créateur que vous voulez, mais Kevin Durant n'est pas ce joueur-là. Il a la vision du jeu, il a une bonne vision du jeu. Il est capable de faire les bonnes passes, de voir une action simple se développer et de faire la passe quand il le faut, dans le timing et tout ça, il n'y a pas de problème. Des actions de jeu basiques, il les voit. Dès que ça devient un peu plus poussé, il est perdu. Dès qu'il faut qu'il dribble un peu trop, il perd beaucoup de ballons. Et en play-off, on l'a vu encore et encore et encore, les défenses savent comment l'acculer, savent comment le forcer à prendre des décisions qu'il n'a pas envie de prendre, savent comment lui faire enlever le ballon de ses mains. Et croyez-moi, j'ai été un fan. J'ai été un des super méga fans de Kevin Durant. Je voulais tellement que ce joueur devienne la meilleure version de lui-même quand il était à OKC. Et j'ai dû me rendre à l'évidence que c'était pas le joueur que je voulais qu'il soit. Et tu parlais tout à l'heure de sa décision de partir à Golden State. Autant j'ai détesté cette décision et tout le monde l'a condamné pour ça, moi le premier. Je pense que quelque part c'est une des meilleures décisions qu'il avait prises quelque part. Parce que je pense que c'est un excellent scoreur. Il est même trop fort en termes de scoring pour que ça soit acceptable quelque part dans une équipe comme Golden State à l'époque. Mais je pense qu'à ce moment-là, il avait trouvé son rôle parfait. Il est né pour être ce joueur-là, pour être un joueur, un sniper absolu dans une équipe qui est fonctionnelle et qui n'a pas besoin de lui à 200% de ses moyens. Enfin, qui n'a pas besoin de lui en tant qu'option numéro 1. Voilà, c'est ça que je veux dire. Oui, et puis... En fait, Kevin Durant, tout le monde le voit comme un numéro 1 et je pense que c'est pas forcément un numéro 1, c'est un 1B, mais il a besoin d'avoir un 1A. Non mais en plus ça va un peu dans le sens de ce qui se disait au moment de sa signature à Houston. C'est quand il a signé à Houston, beaucoup de gens disaient c'est très bien parce que en fait il ne veut plus être au centre du jeu, il veut s'adapter à un collectif qui fonctionne déjà, et en fait le problème c'est que la blessure de Van Vliet elle change tout de ce point de vue-là. Mais complètement. Et ça va effectivement lui demander de prendre un rôle que visiblement il n'avait pas forcément envie de prendre en rejoignant cette équipe. Bon, moi, j'ai hyper hâte de savoir ce que ça va donner. Je sais pas si t'as vu, là, Ime Udoka a évoqué l'intention de jouer incroyablement grand avec ce qui est appelé maintenant le bully ball, là. Et Amen Thompson, Kevin Durant, Jabari Smith, Alperen Sengun et Steven Adams. Le line-up de la mort. Mais alors, moi, dans l'absolu, je comprends bien qu'on est à une époque où les postes ne veulent plus dire grand-chose en NBA, mais il y a quand même des intangibles et un 5 avec un spacing aussi médiocre, je vois pas comment ça peut fonctionner. Alors, dans l'absolu, on sait très bien que le spacing à Houston, ça va être le sujet toute la saison. Mais là, dans le 5 que tu viens de citer, Amen Thompson, Sengun et Adams s'ajoutent pas. Smith Jr., c'est quand même pas non plus un sniper. Hein. La saison dernière, je crois que c'est sa meilleure saison en carrière, il est à 35%. Puis il y a aussi l'aspect repli défensif. Je veux dire, sauf Amen Thompson, tous les mecs que t'as cités, ils sont au-dessus des 2m10. Certains, en plus, sont quand même pas tout jeunes. C'est un 5 pour moi qui peut exister sur des séquences, mais pas plus. Mais c'est parce que il y a eu cette espèce de délire absolu l'an dernier où il a fait jouer Sengun et Adams ensemble, et ils ont explosé tout le monde avec ces deux grands, où tout le monde disait c'est complètement fou, c'est impossible que ça fonctionne, et ils ont joué 162 minutes ensemble sur le terrain, et ils ont explosé les oppositions à chaque fois, oui, alors, notamment en surdominant le rebond offensif.
Certes. Ce qui est la spécialité de Steven Adams. Et donc tout le monde se dit, ah tiens, et si cette année il faisait ça, ça serait encore plus fou. On verra combien de minutes il va donner à ce truc. Ouais. Oui, c'est ça, c'est que on va voir combien de temps ils vont donner. Et surtout, moi, en fait, le côté, ça a super bien marché quand ils ont fait Steven Adams. Ok, maintenant, cette équipe de Houston, la saison dernière, il y avait aussi beaucoup de nouveautés, il y avait aussi beaucoup d'inattendus. Aujourd'hui, tous les scouting reports, t'inquiète pas, ont bien précisé quelles étaient les failles à exploiter là-dessus. Bon, voilà, c'est clair que je vais regarder de très près la saison de Kevin Durant aussi parce que complètement. En fait, c'est horrible parce que là, KD, il rejoint une équipe qui est une des équipes qui a le plus fait kiffer les spectateurs NBA la saison dernière, tu vois. Si ça se passe mal cette saison pour les Rockets, sur qui est-ce que tous les regards vont se tourner à ton avis? En fait, tu sais quoi? En fait, ça me gave, en fait, cette histoire. Parce que, pour une fois, il rejoignait une équipe qui, contrairement aux Suns, quand il a débarqué là-bas, ils n'ont pas eu à se vider de leur talent pour le faire venir. Et là, ils tombaient, comme tu dis, dans une équipe qui était fun, où c'était vraiment la pièce manquante. C'est-à-dire ils étaient parfaitement d'un point de vue ils étaient parfaits d'un point de vue défensif, pardon. J'ai décidément du mal à parler aujourd'hui. Ils étaient parfaits d'un point de vue défensif, mais il leur manquait une probité offensive. Kevin Durant se pointe, un des meilleurs attaquants de l'histoire de toute la NBA et de ce sport. Et donc forcément, tu te dis, c'est génial, c'est formidable. L'addition est parfaite. Et le fait que VanVleet se pète avec son expérience, sa défense, tout ce qu'il apporte en fait, les intangibles de Fred VanVleet, qui se voit pas sur une statistique, qui se voit pas autre que quand tu le vois le jouer sur un terrain. Et là, demander à Amen Thompson ou à Rich Shepard de combler l'absence de Fred VanVleet, ou à tout autre joueur, même à Kevin Durant, je trouve ça injuste. Parce que c'est vraiment demander de compenser une expérience que ni Shepard ni Amen Thompson ont. Et pour Kevin Durant, c'est un rôle qu'il est capable de faire de temps à autre. C'est pareil, je suis pas en train de dire qu'il est incapable de le faire, mais lui demander d'être le créateur primaire sur le terrain, non, ce n'est pas possible. Je suis désolé, ce n'est pas possible. Et ce n'est pas souhaitable. Et c'est ça qui m'énerve. C'est que j'aurais aimé que ça se passe bien, parce que franchement, à Phoenix, ça faisait vraiment pitié à voir la saison passée, cette histoire. Et ça me fait suer de voir Kevin Durant bananer sa fin de carrière d'une telle manière. Je pense pas du tout que Houston va être un échec. Je pense que ça va fonctionner, au moins en saison régulière. Mais encore une fois, entre les ambitions qu'il pouvait y avoir réelles et concrètes avec Fred VanVleet dans l'effectif et les ajustements que ça va demander, il y a toute une part aujourd'hui d'inconnu total qui était déjà là avant, hein, mais là, ça rajoute encore plus de questions et de qu'est-ce qui va se passer. Et je me dis, zut, quoi. C'est con pour lui et ça me fait suer parce que il va se retrouver jugé par rapport à une situation où il n'a pas à se plaindre et tout le monde va dire rendez-vous compte, machin, tout ça. Et ça m'embête pour lui. Non, mais c'est là aussi où on voit à quel point ça tient à si peu de choses, parce que il y a quelques semaines encore, tout le monde présentait Houston comme les grands gagnants de l'intersaison, tout le monde saluait le boulot qu'ils ont fait cet été. Et en fait, aujourd'hui, on est là un peu en train de se dire, tiens, tu penses pas qu'ils regrettent quand même quelques signatures? L'effectif était déjà assez déséquilibré. Est-ce que tu regrettes pas le contrat filé à Capella, voire même, franchement, mine de rien, même Dorian Finney-Smith, tu vois, genre aujourd'hui, si tu remplaces dans l'effectif Dorian Finney-Smith par un profil arrière, est-ce que ça de balle, bien sûr. c'est ça. Est-ce que ça vaut pas mieux pour cette équipe? Alors la question de la prolongation de Kevin Durant, qui a forcément été abordée pendant le Media Day, où il dit je me vois re-signer là-bas. Mais je suis sûr que la situation, elle n'est pas aussi fluide que ce qu'il nous laisse entendre actuellement. Raphaël Stone, il a refusé d'en parler. Kevin Durant, il a dit 2-3 mots en passant d'élève, mais tu sentais bien qu'il n'avait pas forcément envie d'aborder ce sujet. Donc il a donné de quoi donner le change, mais il a dit, il a parlé de manière à ce qu'on arrête de poser des questions sur le sujet. Mais cette question-là va se poser. Il est éligible à une extension de 2 saisons à 120 millions de dollars. On verra si les Rockets sont prêts à consacrer une telle somme à un joueur qui a 37 ans et qui a un passif non négligeable en termes de blessures. Alors, on peut toujours dire mais il a joué 75 matchs dans la saison 2023-2024 avec les Suns, et l'an dernier, grosso modo, c'est difficile de juger parce que
on peut dire que c'était une saison de toute façon naze, donc ça s'est arrêté plus vite que prévu. Donc c'est dur de juger exactement ce qu'il aurait pu jouer s'ils avaient été compétitifs. Certes, mais pour Houston, c'est un vrai engagement pour le coup. Bien sûr. Dire on va filer 60 millions la saison à ce mec-là. Waouh. Ouais. Et ça, c'est pareil. On n'est pas à l'abri que ça soit un espèce de pétard qui pète dans les mains de Houston à un moment ou à un autre, quoi. Ouais, non, mais c'est compliqué, hein. C'est clair que c'est hyper compliqué. Et vraiment, encore une fois, c'est là où on voit à quel point ça tient à rien, en fait, quoi. La réussite ou l'échec des décisions que tu prends en intersaison, ça rejoint sur ce qu'on disait sur les Bucks, tu vois, et sur le trade pour Lillard, quoi. Et c'est aussi pour ça que, tu vois, quand on juge sur l'instant, les moves sur l'instant, il faut toujours bien se rappeler que tout peut changer très rapidement. Oui, c'est ça, l'impression que tu fais tout comme il faut, que tu fais tout ce qu'il faut pour aller au bout, pour faire exactement ce dont tu as besoin. Et d'ailleurs, comme je suis fan des Nuggets, j'écoute tous les podcasts où Cam Johnson parle, et ce mec est déjà devenu un de mes joueurs préférés de l'histoire. Oh, quel groupie. Ah, mais alors, tellement. Mais attends, mais ce mec, quand il parle, mais il est tellement brillant. Et c'était très drôle parce que l'autre fois, il était dans le podcast donc de DNVR qui est spécialisé, donc qui fait qui parle que des Nuggets. Et ils lui ont posé la question, tu sais, un peu les fanboys, en disant « Alors, Cam Johnson, tu penses que vous avez les moyens d'aller au bout? C'est bon, tu le sens bien et tout ?» Et lui a dit tout de suite « Bah non, là, pour l'instant, il n'y a aucun moyen pour moi de vous dire bien sûr qu'on va aller au bout, bien sûr que… » Il dit « C'est pas du tout comme ça que ça se passe. La capacité d'une équipe à aller au bout ou non se juge au fil de la saison. On sait qu'il y aura de l'adversité, il va y avoir des contre-coups, il va y avoir des désillusions, et il explique bien, c'est justement la manière qu'une équipe a de réagir à ce qui se passe pendant une saison, aux prises de tête, aux désaccords, comment elle règle les problèmes, comment elle arrive à faire corps malgré tout, et comment tout ça va arriver au meilleur moment de l'année, c'est-à-dire au printemps. Est-ce qu'une équipe est capable de voyager en avril en gérant tout ce qui va se passer dans une saison régulière? Et j'ai trouvé cette réponse absolument brillante et qui sort pour le coup du wishy-washy du Media Day où tout le monde est là avec sa meilleure langue de bois, c'est vrai, en train de lécher les micros, quoi. C'est vrai. Ouais, c'est pénible, hein, le Media Day, hein. Qu'est-ce qu'on se tape comme c'est vraiment l'exercice de communication le plus banal de l'histoire, c'est horrible. C'est vrai que ça fait du bien d'avoir des mecs qui disent un peu plus ce qu'ils pensent honnêtement. Ouais, carrément, ouais. Et surtout, je sais pas, d'entendre des joueurs qui sont pertinents, parfois, ça fait du bien. Ouais. Après, je jette pas la pierre non plus, tu vois, faut arrêter. C'est un exercice qui est probablement assez désagréable ou très convenu, et t'es pas là pour oui, et puis c'est t'es pas là pour répondre t'es là pour répondre aux questions et pour te remettre au boulot, tout simplement. Voilà, et puis c'est pas propre qu'à la NBA, hein. Écouter n'importe quelle conférence de presse de n'importe quel joueur de n'importe quel sport, c'est pareil, hein. C'est la langue de bois, c'est terrible. Ouais, carrément. Yes, merci Charlie. Bah écoute, avec plaisir. Yes, et puis on se retrouve la semaine prochaine. On va voir avec quoi la semaine prochaine. On va parler des vrais prétendants au titre. C'est le sujet de la semaine prochaine, Charlie. Ah, au moins, le choix sera plus limité. Ouais, et ouais, on va voir comment on va faire notre sélection. Parce qu'il faut tu me diras ce que toi tu penses et moi je te dirai ce que je pense. On va discuter de ça, toi et moi. Ça marche. Okay. Chers auditeurs, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Pour ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout, merci de votre fidélité. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du podcast NBA Corner. N'oubliez pas le mailbag dans 2 semaines ou 3 semaines, ou un truc comme ça, en octobre, là, avant la reprise de la saison. Envoyez-nous vos questions ou vos réflexions au nbacornerpod@gmail.com. D'ici là, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, un excellent week-end, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, bye bye.